Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle audition de la commission d'enquête parlementaire et citoyenne sur les aides publiques au secteur privé. Merci d'être présent. Juste quelques mots pour préciser donc, le sens de cette audition et de cette commission. Cette commission donc, groupe parlementaire issu de divers groupes, des experts et des représentants de la société civile qui ont décidé d'unir leurs efforts pour créer une commission de ce type sur donc, les aides publiques au secteur privé qui vise à établir un constat partagé sur cette question-là et regrouper une série de propositions visant de propositions, de remarques visant à pointer les questions qui se posent autour de l'explosion des aides publiques au secteur privé depuis maintenant une vingtaine d'années, qui plus est dans la période de la pandémie, et également afin de montrer comment éventuellement l'absence de conditionnalité sur la majorité de ces aides pose problème et en quoi elle pourrait constituer pourtant un puissant levier de transformation de l'appareil productif en vue de satisfaire des objectifs d'intérêt général qui soient liés à la protection de la planète, à l'égalité femmes-hommes, à la création d'emplois, la répartition de la valeur ajoutée, les questions d'investissement, toutes ces questions-là qui ont été au cœur du débat, y compris du monde d'après, le débat que nous avons eu en début de pandémie à l'échelle de l'opinion publique. Ce travail devrait donner comme résultat la publication d'un document de synthèse finale, une sorte de livre blanc sur les aides publiques au secteur privé, afin de nourrir à la fois le débat public et porter dans l'espace public un certain nombre de propositions qui pourraient avoir trait aux questions de transparence, de contrôle démocratique, de suivi et d'analyse sur des questions d'efficacité des aides publiques et d'éventuelles propositions précises sur comment des conditionnalités pourraient être mises en œuvre pour changer la situation actuelle. Préciser également que nous sommes au courant qu'il y a eu un rapport d'information parlementaire produit par une mission d'information parlementaire l'année dernière, mais que nous avons également constaté collectivement que ces propositions-là n'ont pas été suivies des faits et qu'il y a eu une certaine forme de manœuvre, on va dire, dilatoire, pour le dire ainsi, du gouvernement et de la majorité pour que ces questions de conditionnalité des aides au secteur privé ne soient jamais rendues concrets et explicites dans aucun des véhicules législatifs qui a pu être voté depuis le début de la pandémie et d'une manière générale ces dernières années. Donc aujourd'hui, c'est une audition qui est tournée vers les organisations de la société civile, monde syndical, associatif, mais également des organisations patronales ont été invitées. Entre les organisations qui n'ont pas eu aujourd'hui le temps peut-être de nous répondre, celles qui nous ont répondu mais qui ne sont pas disponibles pour des raisons de Covid dans leurs organisations, d'impossibilité de se déplacer. Nous avons la chance donc d'accueillir 4 organisations avec nous. Je vais le faire dans cet ordre-là. La première, donc, c'est la CFE-CGC avec Raphaël Bertolon, qui est ici présente. Et j'ai perdu mon... Hop. Je vais refaire les présentations après. La Confédération Générale du Travail avec Mathieu Coq, ici présent. Le CCFD Terre Solidaire avec Swan Baumier à ma droite. Et la Confédération Générale des SCOP, Fatima Bellaredj, qui devrait arriver incessamment sous peu, qui avait un retard. Et donc je vous propose qu'on organise la session ainsi, que je vous laisse à chacun 10, 12, 15 minutes d'intervention liminaire, à vous de voir, de ne pas être trop long et de nous tenir éveillés en début d'après-midi. En commençant par vous, Raphaël Bertolon, qui est secrétaire national de la CFE-CGC sur le secteur économie, industrie et numérique, sur ces questions-là. Et comme je vous le signalais en préparation, peut-être moins sur le constat qui est peut-être relativement partagé sur aujourd'hui ce qui dysfonctionne, ne convient pas, ou voilà, et plutôt sur les propositions de vos organisations respectives sur les questions qui sont soulevées autour des aides publiques au secteur privé.
D'abord, je voulais vous remercier de nous accueillir dans cette instance et puis vous dire que la CFE-CGC justement partage le constat de la nécessité de travailler sur cette question des conditionnalités des aides publiques. Vous l'avez souligné, dans la continuité des travaux parlementaires et du rapport d'information sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises, sur lequel on avait, si j'en crois, les débats que j'avais suivis lors de la remise du rapport, eu relativement un consensus, mais qui effectivement n'a pas donné beaucoup de suite. Et donc, il est heureux qu'on puisse réanimer ce débat autour de cette commission. On considère que l'argent public, c'est un peu notre bien commun, et donc il est primordial d'en garantir sa bonne utilisation, ne serait-ce que pour restaurer la confiance dans les choix des politiques effectuées. Et donc les investissements massifs qui ont été mis en œuvre, en particulier, je pense, dans le cadre des mesures d'urgence et puis plus récemment des mesures du plan de relance, doivent contribuer à préparer le monde que nous souhaitons laisser à nos enfants et petits-enfants. La crise a révélé les nombreuses failles dont souffre notre économie, et donc les plans d'investissement sont donc une opportunité d'accompagner les transformations nécessaires auxquelles nos entreprises doivent désormais répondre pour relever les défis des transitions écologiques, numériques et puis les nombreux enjeux sociaux et sociétaux. Faut-il encore s'en donner les moyens ? Et donc, un des moyens, qui n'est peut-être pas le seul, mais qui est indispensable, c'est la mise en place de conditionnalités, qui est le véritable levier pour réorienter notre modèle vers une économie plus durable, avec, vous l'avez souligné, un partage de valeur laissant la place notamment à l'investissement et à l'emploi. Afin d'insuffler justement une réelle dynamique de changement structurel, il est nécessaire de demander aux entreprises de s'engager durablement pour fournir des contreparties. Et je voudrais citer un exemple de conditionnalité qui a été à l'œuvre, qu'on ne dit peut-être pas suffisamment, mais dans le cadre de l'égalité homme-femme, la loi Copé-Zimmermann, en fait, a véritablement posé des conditionnalités qui étaient celles de la validation des décisions de conseil et puis les versements de jetons de prévence. Et comme par hasard, elle a eu, entre guillemets, une certaine efficacité grâce à des conditionnalités, comme quoi, quand on veut faire avancer les choses et poser des conditionnalités, on le peut. Donc, pour nous, comment conditionner ces aides publiques ? J'en viens un petit peu à ce qu'on peut mettre en œuvre comme proposition. C'est ce que nous avions porté dans le cadre justement de l'audition parlementaire sur les conditionnalités, c'est que il existe un régime existant qui est en fait celui des associations qui pose quand même des conditionnalités pour n'importe quelle association qui demande une subvention. Et donc on peut imaginer aisément que ce qui est exigé de n'importe quelle association puisse s'appliquer à une entreprise. Et donc c'est ce que nous avons, enfin ce que nous proposons, nous, c'est qu'on ait un peu une logique un peu similaire à ce processus qui s'applique pour les associations, qui doivent, je le rappelle, remplir un dispositif CERFA pour toute demande de subvention. Et donc on peut, et qui revient à bénéficier des aides publiques. Et donc là, on peut imaginer, c'est ce que nous proposons, que l'entreprise puisse, dans le cadre d'une demande, faire figurer dans un formulaire son projet avec le budget qu'elle juge nécessaire pour mener à bien l'aide qu'elle sollicite.
et avec derrière un engagement à transmettre, à avoir un suivi, un compte-rendu financier auprès de l'autorité administrative. Et donc ce dossier de sollicitation devrait notamment préciser bien évidemment la nature du projet, mais aussi l'impact économique, environnemental, social du projet, et qui serait bien évidemment donné à l'ensemble des parties prenantes, et qui pourrait ensuite faire l'objet intégrant des critères d'évaluation du projet avec un calendrier et qui en permettrait le suivi. Ça, c'est pour le mode. Ensuite, il y a la détermination des critères de conditionnalité. Alors pour nous, il est très clair que ces critères de conditionnalité, ils doivent avant tout répondre à des choix politiques. Et donc, ils doivent avoir une cohérence d'ensemble. Et ce qui va s'appliquer auprès des entreprises ne va être que la déclinaison de la vision politique. Et donc, il est donc primordial de définir d'abord clairement cette vision pour pouvoir ensuite la décliner et l'orienter et la traduire dans les conditionnalités. Ce qu'on imagine, c'est qu'il y ait à minima une sorte de cahier des charges qui retrace un peu ces exigences, qui seraient donc à la main notamment on l'imagine placé au sein du commissariat au général au plan qui fédère et coordonne tout ça. Et puis qui permettrait aussi de s'assurer qu'on soit conforme, notamment avec l'ensemble des règles, que ce soit les règles européennes, et puis qu'on vérifie que les effets externes soient bien socialement acceptables et pas préjudiciables. Ensuite, bien évidemment, j'en ai parlé, fixer les objectifs, donc c'est à la fois les critères de conditionnalité et puis les objectifs de politique générale. Mais ensuite, ce qui nous semble important dans la déclinaison un petit peu opérationnelle, c'est de pouvoir adapter ces critères, une fois qu'ils ont été définis, au plus près du terrain. Et pour ça, en s'appuyant sur ce qu'on peut considérer comme étant la régulation de proximité que constitue le dialogue social. Parce que on le voit, certaines branches ont des spécificités sectorielles, et donc pour nous la déclinaison elle doit se faire au niveau de la branche grâce à la négociation collective qui va pouvoir, je dirais, adapter ce socle minimal et faire en sorte qu'il puisse s'adapter au sein des territoires et de façon cohérente avec les spécificités de chaque secteur. Ensuite, il y a la question du processus, et vous l'avez un petit peu rappelé, c'est-à-dire que cela fait des années que on constate des effets d'aubaine. On a le rapport du CICE, enfin les différents rapports de France Stratégie, du CICE, du CIR, sauf que c'est très bien, on a des évaluations. Enfin, je rappelle juste pour le CICE que, en fait, d'après le dernier rapport, c'est tout au plus 100 000 emplois qui ont été créés par rapport où entre 18 et 20 milliards annuels, on se dit qu'on fera mieux d'embaucher directement les personnes, on aurait créé plus d'emplois. Et une fois qu'on a fait l'évaluation, qu'est-ce qu'on en fait ? Et en fait, c'est ce maillon-là qui manque. Et pour nous, il semble intéressant d'instituer une sorte de processus itératif. Une fois qu'on a avec justement les résultats de ces études d'évaluation qui viendraient nourrir et renforcer et modifier les conditionnalités pour justement en tirer les leçons. Et par exemple, on pourrait très bien imaginer, dans le cadre, notamment je pense au rapport sur le CIR, qui dit qu'en fait, selon la taille, on n'a pas du tout les mêmes effets, et on pourrait peut-être conditionner à une notion de taille, et nous avons vérifié, parce que ça pourrait être conforme au niveau constitutionnel, parce que notamment...
au niveau européen, il y a eu, je dirais, une adaptation en 2008 de dispositifs qui visent à encourager notamment la compétitivité des PME européennes et qui a été mise en place pour entre guillemets, contrer un peu le Small Business Act américain, et c'est un petit peu une sorte de Small Business Act européen. Et puis, je voulais en venir aussi au développement de clauses sociales et environnementales. Et ce que nous prenons, et enfin, pas de côté au sein de la CFE-CGC, c'est l'exemplarité de la commande publique. Si on en croit les derniers chiffres de 2020, hein, de l'Observatoire économique de la commande publique, qui en intégrant les collectivités, représente 111 milliards, eh bien, ces clauses sociales et environnementales stagnent, voire régressent, hein, puisqu'en 2020, c'est simplement 15,17% des marchés publics qui contiennent une clause sociale, alors qu'en 2019, c'était 17,3%. Et puis pour les clauses environnementales, on est à 18,85 contre 18,6 en 2019. Donc on n'a pas vraiment progressé, alors qu'on devrait arriver à un niveau beaucoup plus important. Et là aussi, il y a je dirais, une directive européenne qui offre cette possibilité, donc qui est pas forcément utilisée et donc qui pourrait être actionnée pour favoriser justement cette commande publique responsable et locale, et ça pourrait donc faire partie aussi, conjointement je dirais de ces critères de conditionnalité tels que on pourrait, je dirais, les reprendre sur les aides publiques. Enfin, il y a la question qui, pour nous, est essentielle, qui est la question du contrôle. Et donc, nous avions déjà, lors de l'audition précédente, justement mentionné qu'en 2001, il y avait une législation qui avait prévu une commission nationale des aides publiques aux entreprises, hein, avec justement ce fameux secrétariat qui était confié au commissariat général au plan. Et en fait, elle a été très vite abrogée. Et donc, pour nous, il est important de pouvoir se redonner les moyens de pouvoir effectuer les contrôles. Et nous proposons donc la création d'une commission qui veillerait à tout ceci. Et qui serait, là aussi, c'est comme ça qu'on avait imaginé, en reprenant le schéma tel qu'il avait été prévu en 2001. Parallèlement, j'insistais sur la place du dialogue social qui joue une place centrale aussi, une forme de régulation, et qui nous semble en entreprise avoir toute sa place pour jouer le rôle de contrôle et d'utilisation des fonds publics, avec notamment les élus de CSE, et qui viendrait en quelque sorte garantir que l'entreprise respecte les objectifs fixés, mais faut-il encore lui conférer les moyens et les dispositions. Et puis je terminerai par une dernière proposition qui serait que de prévoir des sanctions en cas de non-respect de la bonne utilisation des aides publiques. C'est ce qui se pratique, je dirais, régulièrement, et ça paraîtrait normal qu'on puisse aussi l'appliquer, je dirais, dans ce cadre-là. Et donc ça permettrait aussi aux commissions de contrôle, aux membres du CSE, aux administrateurs, et je pense aux administrateurs salariés aussi, de pouvoir s'assurer que les pénalités sont appliquées si jamais ça n'était pas pertinent. Voilà, je vous remercie. Merci à vous pour cette entrée en matière. Je propose donc tout de suite de passer la parole à Mathieu Coq, responsable des questions économiques à la CGT. Enfin, vous préciserez
Et voilà, pareil pour le même temps. C'est plutôt bien résumé. Alors, je mets un chronomètre pour être certain de ne pas dépasser mon temps, par respect pour celles et ceux qui parleront après moi. Donc merci beaucoup de l'invitation, je suis ravi d'être ici. Je vais aborder 4 enjeux principaux qui ne sont pas tellement différents de ceux que vous avez mentionnés, bien sûr. La question du chiffrage dans un premier temps, celle du contrôle, celle de la conditionnalité, puis ensuite peut-être des éléments d'alternative aussi pour ne pas être cantonné à la question de la conditionnalité. Donc 3 brèves remarques en préambule. La première, c'est que c'est un enjeu majeur, je pense, qui est autant un enjeu majeur pour nous du côté des représentants des salariés et puis plus généralement du côté des organisations syndicales, parce que c'est peut-être aussi un élément supplémentaire dans le rapport de force qu'on peut avoir avec le patronat, parce qu'on parle bien d'argent public, ce qui est plus facile à faire entendre parfois que la gestion des entreprises dans le privé, et puis de l'argent qui est jugé comme étant soi-disant pas le nôtre, sur quoi on est largement en désaccord. Mais c'est aussi, d'une certaine façon, une aubaine très forte pour le patronat. Parce que ce qu'on est en train de créer là, à mon sens, et au sens de la CGT, c'est quelque chose qui ressemble de plus en plus à une sécurité sociale du capital. On garantit un niveau de profit en permanence, on a des taux de marge qui explosent. La Libération a fait un article dessus aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on sait maintenant depuis quelques semaines grâce à nos données de l'INSEE. Et je pense qu'il se passe quelque chose d'assez majeur là. Bon. Et puis c'est un enjeu, je pense, cette question des aides publiques qu'on ne peut pas discuter sans les salariés. Parce qu'en dernière analyse, et même en première, dans les entreprises, quand on propose des aides publiques, il y a bien des gens qui travaillent, et puis nous, on a toujours refusé, évidemment, l'idée d'être des variables d'ajustement de stratégie, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou patronales. Donc évidemment, ça c'est un enjeu central pour nous. Et puis on y travaille beaucoup à cette question. On a un projet de recherche via l'Institut de recherche économique et sociale en cours, dont le rapport sortira a priori début 2022. Je ne mets pas la pression aux chercheuses et aux chercheurs qui travaillent dessus, mais c'est la commande a priori. Donc voilà, je vais tout de suite commencer par la question du chiffrage. Le premier élément fondamental, c'est que tous les rapports sur la question se suivent et se ressemblent sur les dispositifs d'aide pour dire que c'est inefficace ou de manière plus ou moins, de manière plus ou moins fine, que c'est soit très inefficace, soit pas efficace du tout. De manière générale, on a un problème qui est structurel, puisque la question des aides publiques aux entreprises ne date pas des mesures d'urgence. Ça fait maintenant une bonne trentaine d'années qu'on a une croissance perpétuelle de ces aides publiques aux entreprises. Et je vous donne un exemple, le dernier rapport de la Cour des comptes en septembre dit par exemple sur les aides à la formation professionnelle qu'elles ont largement profité aux salariés les plus qualifiés et dans les secteurs d'activité les moins menacés. Bon, voilà un des multiples exemples, je pourrais faire un inventaire à la Prévert, ce que je ne ferai pas par respect pour votre temps. Sur la question de l'industrie, deuxième élément, qui est une question, comme vous le savez sans doute, fondamentale pour nous à la CGT, voilà ce que dit le dernier rapport sur l'évaluation du plan de relance. Le dispositif n'a été que peu utilisé pour soutenir des acteurs structurellement en difficulté. Ce qui est bon à savoir, avec une subvention moyenne de 788 000 € pour les entreprises qui ne sont pas en difficulté, on comprend assez aisément comment les taux de marge se mettent à exploser, vous voyez. Donc la question de la finalité de cette dépense est à mon avis fondamentale. Et on est face à un scandale démocratique qui est majeur, de mon point de vue. Donc c'est aussi pour ça qu'on est obligé de commander un rapport du côté des chercheurs. C'est qu'en fait, on n'a pas de chiffres synthétiques depuis 2010. On parle quand même de 150 milliards d'euros en moyenne. Ça, c'est aussi, je vous donne les premiers éléments du rapport, donc vous avez de la chance d'être en avant-première, dans un certain sens. C'est-à-dire 2 fois le budget de l'éducation nationale. C'est pas rien, c'est le premier poste de dépense si on consolide au niveau de la dépense publique. C'est 50 fois les économies réalisées par la réforme de l'assurance chômage, vous voyez, à peu près 3 milliards. Et c'est 125 fois ce qui a été économisé via les APL. Donc, ces ordres de grandeur-là, je pense, sont toujours bons à avoir en tête, me semble-t-il. Et donc ça renvoie ça sans doute à un autre scandale. C'est que font les instances qui sont censées compter ce qu'on fait de l'argent public. Pourquoi n'y a-t-il pas de rapport synthétique depuis 2010 ? Et à mon avis, cette nécessité de remise à plat, elle est générale. Elle concerne tant les dépenses fiscales que les exonérations de cotisations sociales. Je prends un exemple aussi. En 2019, un rapport le rapporteur du budget, qui était membre de La République En Marche, donc pas vraiment un camarade de lutte pour nous en général, rappelait que sur les 474 niches fiscales, 122 étaient mal chiffrées et 64 ne l'étaient tout simplement pas. Voilà quelque chose qui pose question. Donc je vais aussi détailler quelques revendications, je reste à la CGT comme vous l'imaginez. Donc la première, c'est d'avoir un chiffrage clair et une mise à plat des aides publiques. C'est pas normal que ce soit à la CGT de commander des rapports de recherche pour savoir ce qu'on fait concrètement de l'argent public. Deuxième point, c'est la question du contrôle, et qui est éminemment en lien avec le point précédent. Donc, ce que maintenant je connais de la pratique aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chiffrage synthétique ? C'est parce qu'il y a une stratégie gouvernementale de segmenter la gestion des aides publiques. Ça, c'est absolument clair.
Donc la stratégie, ça je l'ai déjà vu en direct aussi avec Bruno Le Maire, on crée une nouvelle dépense fiscale ou aide publique, et puis on dit immédiatement, on va créer désormais une commission de suivi, ce qui est très aimable. Ça, je m'adresse à mes collègues, aux parlementaires. On pourrait très bien demander à Bruno Le Maire s'il aime autant les évaluations des politiques publiques, qu'on augmente le SMIC de 10 ou 15%, voire qu'on le porte à 2 000 € brut comme le réclame la CGT, on sera parfaitement d'accord pour participer à un comité de suivi. Donc évidemment, on crée des commissions et des comités sur à peu près tout. Donc on en a un pour le CICE, un pour le crédit impôt recherche, un pour les impôts de production, un pour le plan de relance, un pour France 2030. Je pourrais passer mes semaines entières à suivre le gouvernement, mais malheureusement, vous savez comme moi que le temps syndical est limité. Donc forcément, à chaque plan, on a des comités de suivi qui, quand ils montrent que ça ne marche pas, en fait, sont jetés dans la boîte à idées gouvernementale, c'est-à-dire la corbeille. Ça aussi, c'est un peu un problème. Le CICE, on parle quand même, vous l'avez dit, 18 à 20 milliards d'euros par an, c'est pas une petite somme. On pourrait plus que doubler le RSA largement, ça coûte à peu près 10 milliards d'euros. Donc là aussi, on est sur des choix de politique publique qui sont très clairs. Et puis cette stratégie du coup de segmentation du suivi, de l'évaluation, les mots ont un sens, c'est pour ça que je ne parle pas encore de contrôle, se décline aussi au niveau territorial. Donc on a des comités de suivi régionaux, on a des comités de suivi au niveau des préfectures, et là aussi on comprend bien la stratégie qui est un petit peu d'occuper dans un certain sens les organisations syndicales, ce qui ne nous convient pas du tout. Et puis il y a un élément, c'est qu'il n'y a rien au niveau des entreprises. Là, le contrôle s'arrête à la porte des entreprises, tout comme la démocratie, comme vous le savez aussi. Et c'est sans doute là le cœur du problème et de l'enjeu de notre point de vue. D'autant que la Cour des comptes rappelait en septembre qu'il y avait clairement des effets d'aubaine pendant la crise. Je les cite. Des risques d'effets d'aubaine significatifs ont pu être constatés, résultant par exemple de l'articulation de l'activité partielle et du fonds de solidarité, ou de l'optimisation des prêts garantis par l'État. C'est la page 10 de leur rapport du 9 septembre. Voilà un élément qui, moi, m'interroge, et on a tout de suite fait la demande. Mais du coup, on aimerait bien avoir la liste de ces entreprises qui ont du coup eu un effet d'aubaine. Voilà qui intéresserait beaucoup les représentants des salariés dans les CSE notamment. Donc du coup, quelles entreprises? Et ça m'amène à ma deuxième revendication, c'est d'avoir un droit de contrôle effectif des CSE. Ça c'est absolument clair. Pas seulement une histoire d'évaluation, de suivi, mais une histoire de contrôle. Ça veut dire avec des droits spécifiques. Et ça implique aussi, troisième revendication, d'avoir une forme de cadastre ou quelque chose qui y ressemble, où l'information est une information obligatoire aux salariés, qui contribuera à dire quelles ont été les aides publiques reçues et à quoi elles ont servi. En fait, là, on est en train de retourner complètement la charge de la preuve, puisque c'est aux salariés eux-mêmes d'aller faire les démarches pour aller savoir comment utiliser l'argent public, ce qui est pour moi absolument scandaleux, D'autant que le temps que l'expertise comptable du point de vue du CSE le fasse, vous pouvez bien comprendre qu'il peut se passer un an, voire plus, ce qui est un véritable problème, Bon. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est la responsabilité de l'employeur de rendre des comptes et à la nation dans un premier temps, et bien sûr aux travailleuses et aux travailleurs de l'entreprise, de l'usage qui est fait de l'argent collectif. On comprend mal que ce soit pas le cas. Et puis quatrième revendication, c'est de rendre quérables ces aides. Il est parfaitement compréhensible que pour n'importe quel centime d'argent public pour les ménages, il faille remplir on ne sait combien de pages de documentation et puis de justifier. Il suffit d'avoir été au chômage une fois dans sa vie. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous ici. Moi, ça a été le cas. Et concrètement, on voit ce que c'est. Le contrôle, chaque mois, il faut bien justifier des sommes qu'on reçoit. Ce n'est pas le cas pour les entreprises, comme le rappelait à juste titre Madame Nadine Levarto, économiste, à la dernière réunion de cette commission. Donc du coup, nous on demande à ce que ces aides soient quérables et qu'on contraigne les entreprises à justifier la destination des fonds, comme vous l'avez dit d'ailleurs d'une certaine façon, et les soumettre à des conditions strictes, j'insiste là-dessus, avec avis conforme du CSE, donc avec un contrôle des travailleuses et des travailleurs. Le troisième point, du coup, c'est la conditionnalité. Là, je ne vais pas trop m'étendre, puisque je pense qu'on est relativement en accord. Après, il y a la question très concrète des critères qu'on met dedans. Et là, c'est des choix, comme vous l'avez dit, bien mieux que moi, très politiques. Et évidemment, nous, on parle de nos orientations générales à la CGT, on ne va pas se mentir, et qui sont, on va dire, de deux ordres, urgence sociale et urgence environnementale, les deux allant de pair. Donc le premier point qui est essentiel pour nous, c'est bien sûr celui de l'emploi et des qualifications. Donc les premiers critères de conditionnalité doivent parler strictement et immédiatement de ces questions-là. Du point de vue quantitatif, sur les embauches, bien sûr, et du point de vue qualitatif, sur la nature des emplois. Pour créer un ensemble d'emplois précaires, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on demande, c'est des CDI, des emplois de temps long. Ou à l'inverse, quand c'est pas possible, interdire les licenciements. Là, on peut discuter concrètement de quelle forme. Interdire l'ensemble des licenciements collectifs. Et puis, bien sûr, il y a la question du développement de la formation professionnelle aussi, qui est une évidence dans la période. Le deuxième élément, c'est bien sûr salaire et temps de travail, qui sont nos deux grandes revendications, particulièrement aujourd'hui, dans la période.
L'engagement, en cas d'aide publique, d'ouvrir des négociations sur ces deux aspects. Donc, typiquement, nous, on a beaucoup de propositions sur les 32 heures, qu'on sera ravis de soumettre au patronat, et de la même manière sur l'augmentation des salaires. Là aussi, on pourrait discuter, que ce soit au niveau micro ou macroéconomique, en parlant, par exemple, du versement des dividendes dans les grandes entreprises. Et puis, bien sûr, la question environnementale, je ne reviens pas, c'est une obligation absolue de s'engager sur une trajectoire claire de décarbonation. Donc là aussi, à voir quel lien on pourrait faire avec les instances qui peuvent exister ou qui mériteraient de mieux exister, avec tout le respect que j'ai pour M. François Bayrou au commissariat général au plan. Et sans doute un élément fondamental aussi, c'est le lien avec les sous-traitants. Ça, c'est absolument majeur. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe du côté de la SAM, par exemple, et de l'action de Renault en la matière, quand on touche de l'argent public, quand on est une grande entreprise, à mon avis, on devrait rendre des comptes aussi vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Je rappelle que 500 entreprises dans ce pays font 40% de la valeur ajoutée. Donc évidemment, leur poids économique est majeur et l'ensemble de l'emploi des PME et TPE dépend des stratégies des grands groupes. Voilà. Je pense que d'ailleurs, si on se demande par où commencer la logique de planification, la logique de plan, on sait à peu près où commencer. Ces 500 entreprises-là font une bonne liste pour commencer à discuter. Bon. Quatrième point qui concerne les alternatives, ou plutôt la question des dépenses directes. Vous l'avez aussi souligné en parlant du CICE, il aurait été plus judicieux d'embaucher directement. Et ça, c'est toujours un truc impressionnant quand on est dans diverses commissions, c'est que les représentants gouvernementaux tombent des nues et rigolent aussi. Mais alors quoi, vous voulez qu'on embauche directement? Mais en fait, oui, c'est exactement ce qu'on vous demande. Ça s'appelle développer les services publics, c'est pas une utopie totalement inatteignable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce que je dis là jusqu'à présent, c'est à périmètre économique constant, et à législation et stratégie économique constante. Bon. Et ce qui ressortira du rapport du CLERC, donc du Centre lillois d'études et de recherche en sociologie et en économie en début 2022, par l'intermédiaire de l'IRES, c'est à quel point la dépense publique indirecte, typiquement les aides publiques aux entreprises, est inefficace et inefficiente, donc très coûteux, par rapport à la dépense publique directe. Ça veut dire concrètement qu'on a une opposition entre deux stratégies. Soit on massifie la dépense publique pour maintenir un niveau de profit permanent et pour maintenir le statu quo. Ça, on comprend bien que Bruno Le Maire veut très vite revenir, entre guillemets, au monde d'avant. Donc on passe par le privé en espérant par miracle que les forces du marché nous conduisent au salut. Soit on prend la main collectivement. Et puis ça s'appelle le socialisme, sans doute, avec un grand S. Alors chacun ses variations, je vous laisse voir entre vous. Vous y mettrez les nuances que vous souhaitez, en faveur de ce que nous on appelle un plan de rupture, et qui repose notamment sur des pôles publics, ce qui veut simplement dire en fait une organisation collective, publique, de certains pans de la production et des besoins qu'on juge, nous, essentiels. En fait, ça aussi, ça peut se discuter collectivement. Mais je pense qu'une liste très simple en partant des transports, de la santé, du médicament, de l'énergie, peut déjà constituer une bonne base de réflexion. Donc évidemment, opposée à la logique marchande, celle de la réponse aux besoins qu'on appelle de nos voeux. Je ne vais pas être plus long parce que ça fait pile 12 minutes. Donc en conclusion, ce qu'on demande, c'est un chiffrage précis et global des aides publiques aux entreprises. 2, un droit de contrôle effectif par les salariés via notamment les CSE, au niveau territorial et au niveau national également, là avec des instances qui seraient à construire. 3, la création de quelque chose comme un cadastre des bénéficiaires d'aide publique, qu'on sache exactement quelles entreprises sont concernées, ce qui pour l'instant est parfaitement impossible du fait du secret fiscal, voire parfois du secret statistique. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des rapports comme ceux de l'Institut des politiques publiques, qui disent qu'il y a eu un effet d'aubaine, ou il y a eu des grandes entreprises qui ont bénéficié plus que d'autres, sans qu'on sache jamais lesquelles, ce qui pose bien sûr un problème du point de vue du contrôle. Et qui, ce cadastre, obligerait les entreprises à rendre des comptes. 4, rendre quérables les aides publiques dans la continuité, imposer des conditions strictes en 5e point, et puis en dernier point, favoriser la dépense directe et la socialisation des productions essentielles. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne. Et donc, je laisse la parole à Swan Baumier, qui est chargé de plaidoyer au CCFD et Terre Solidaire, et plus particulièrement sur les questions de devoir de vigilance. Merci Maxime, merci beaucoup à toutes et tous d'être ici présents. Je vais juste mettre le temps pour pas trop déborder. Et je vais aborder la conditionnalité des aides publiques sous l'angle de la solidarité internationale en se demandant comment est-ce que les entreprises privées qui bénéficient de ces aides publiques respectent ou non les droits humains et l'environnement au-delà des frontières françaises. Donc on pourrait dire un petit pas de côté par rapport aux deux interventions précédentes pour se demander comment est-ce que les pouvoirs publics sont impliqués, responsables, complices de certains impacts sur les droits humains et sur l'environnement dans l'activité des entreprises privées qui sont ainsi aidées et qui ont des impacts sociaux et environnementaux
au-delà des frontières françaises. Je vais rappeler pour commencer qu'en 2011, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a été adopté par consensus un ensemble de principes que sont les principes directeurs sur les entreprises et les droits humains. Et ces principes directeurs, donc adoptés par consensus au Conseil des droits de l'homme, spécifient que les entreprises doivent respecter, les entreprises ont cette responsabilité de respecter les droits humains et l'environnement, et les États ont le devoir de protéger les droits humains et l'environnement, et d'autant plus quand ces États agissent comme des acteurs économiques en tant qu'investisseurs dans des entreprises privées. Et donc, je vais aborder cette question de l'impact des aides publiques sur les droits humains et l'environnement par 4 thématiques. La première, c'est le devoir de vigilance, sur lequel je reviendrai tout d'abord. Ensuite, je vais parler du rôle et de la responsabilité de l'État actionnaire en parlant d'un cas précis de violation des droits humains au Mexique avec le cas d'EDF. Puis, je vais parler rapidement de la responsabilité fiscale de l'État et de la façon dont les aides sont redevables en termes de retour de transparence sur les impôts. Et enfin, je vais parler de diplomatie économique et de la façon dont certains mécanismes publics bancaires contribuent ou non au respect des droits humains et de l'environnement. Et donc ici, il sera question de l'AFD, de Proparco et de la Direction générale du Trésor. Donc tout d'abord, sur le devoir de vigilance, vous savez, le devoir de vigilance, c'est cette loi qui a été adoptée en toute fin de mandature en 2017, une loi inédite qui permet de contraindre les très grandes entreprises françaises à respecter les droits humains et l'environnement dans toute leur chaîne de valeur. Toute leur chaîne de valeur, c'est-à-dire que les grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre français doivent s'assurer du respect des droits humains et de l'environnement chez leurs filiales, chez leurs sous-traitants, avec lesquels sont entretenues des relations commerciales établies dans le monde entier. Cette loi, elle repose sur une double dynamique de transparence et de responsabilité. De transparence, puisque les entreprises doivent expliquer dans un plan ce qu'elles mettent en œuvre pour s'assurer du respect des droits humains et de l'environnement dans leur chaîne de valeur. Et ensuite, un enjeu de responsabilité, puisque ces entreprises sont contraintes à avoir un comportement vigilant constant dans toutes leurs activités pour s'assurer qu'elles ne sont pas complices de violations par le biais de leurs filiales, de leurs fournisseurs ou de leurs sous-traitants à l'étranger. Quand on parle de l'enjeu de transparence, où les entreprises doivent expliquer comment elles préviennent les risques d'atteinte, comment elles préviennent leur complicité possible dans des violations aux droits humains et l'environnement, il y a cette question des plans de vigilance. Nous n'avons aucune information transparente qui permet, d'après les seuils que la loi a imposés, de savoir quelles sont ces entreprises soumises à cette loi. Donc ce que nous avons fait, le CCFD Terre Solidaire et Sherpa, c'est que nous avons créé ce qu'on appelle le radar du devoir de vigilance. Donc j'ai quelques exemplaires là que je pourrais vous donner. Ce radar, c'est un outil citoyen pour essayer d'identifier les entreprises soumises à cette loi. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, sur les 263 entreprises que nous avons recensées, 44 d'entre elles n'ont à ce jour jamais publié de plan de vigilance. C'est-à-dire que sur les 263 entreprises recensées, 44 ne respectent pas l'obligation de transparence qui leur incombe pour expliquer aux investisseurs, aux citoyens, aux salariés, comment elles s'assurent de ne pas être complices de violations à l'étranger. On peut, à ce jour, citer parmi les entreprises qui ne respectent pas cette obligation, les entreprises comme Bigard, Lactalis, Altrad, Adrexo, Compass, Conforama, Eurodisney, Generali ou encore Leroy Merlin. Donc vous voyez bien là qu'on a des mastodontes de l'économie française qui n'expliquent pas comment elles vont respecter ces aides. Et donc durant le confinement, et après avec les plans de relance, ce que nous avons dit, c'est la moindre des choses, c'est que cette exigence de transparence, qui ne présage en rien du respect effectif des droits humains et de l'environnement. On parle juste de l'exigence d'expliquer ce que vous avez mis en œuvre, qu'on conditionne tous les versements du plan de relance à la suite du premier confinement à la publication d'un plan. C'est-à-dire qu'on demande juste à ce que l'exigence de transparence soit respectée. Et il faut savoir, par exemple, que durant le confinement, on a un article du Monde qui a pointé du doigt l'action d'Altrad. Donc Altrad, c'est un leader mondial des échafaudages qui compte 40 000 salariés, plus de 40 000 salariés dans le monde, plus de 15 000 employés dans le Golfe. Et donc un article du Monde qui expliquait comment Altrad, au moment du confinement, avait laissé en rade ses 15 000 employés dans le Golfe sans aucune assistante, puisque les chantiers
pour les bâtiments et autres immeubles étant à l'arrêt, Altrad considérait qu'il n'avait pas à les rémunérer. Et là-dessus, Altrad, en plus, fait partie de ces entreprises qui ne publient pas de plan de vigilance, qui n'a donc aucune information publique pour savoir comment ils comptent s'assurer du respect des droits humains et de l'environnement par leurs filiales à l'étranger. Et là-dessus, aucune action engagée par la puissance publique, aucune conditionnalité, aucun retour de la part de la puissance publique sur la façon dont ils comptaient s'assurer que Altrad, qui bénéficiait à l'époque d'aide publique, allait s'assurer du respect des droits des salariés dans les pays du Golfe, et alors même que pas un plan de vigilance n'était publié par cette entreprise. Résultat sur ce sujet du devoir de vigilance, pour pouvoir ensuite passer à un autre sujet, c'est la question de faciliter l'accès à l'information pour savoir ce que font ces entreprises. Ensuite, demander par voie de circulaire aux procureurs de la République que les procureurs de la République puissent, quand les associations et les syndicats n'ont pas les reins pour lever tous les lièvres sur toutes les violations potentielles qu'on pourrait identifier, que les procureurs de la République directement mettent en demeure et assignent en justice les entreprises qui ne respecteraient pas leur devoir de vigilance, et cela conformément à l'article 423 du Code de procédure civile. Et enfin, engager une réforme du Code pénal au sens de l'article 121.3 du Code pénal relatif aux infractions non intentionnelles pour qualifier comme le devoir de vigilance comme une obligation de prudence ou de sécurité. Et donc ça, c'est pour s'assurer du respect des droits par les entreprises bénéficiant d'aide. Mais après, il y a encore plus grave, il y a le fait que c'est parfois l'État actionnaire, et donc là, l'État qui est directement acteur économique, qui se retrouve impliqué dans des violations graves aux droits humains ou à l'environnement. Et là-dessus, je vous laisserai ce rapport Vigilance hors tension sur le cas d'EDF au Mexique. EDF qui est une entreprise qui est détenue à 83% par l'État français via l'Agence des participations de l'État. Au Mexique, en ce moment même, on a une violation flagrante du droit international et de la Constitution mexicaine qui est à l'œuvre dans un projet d'EDF pour un parc éolien, puisque EDF veut implanter ce parc éolien sans consulter les communautés autochtones qui ont, par le droit international et par la Constitution mexicaine, un droit au consentement libre, préalable, éclairé, dès lors que des projets industriels sur leur territoire vont modifier leur environnement. Les communautés autochtones zapotèques du Mexique ont interpellé depuis 2017 l'ambassade de France au Mexique, puis le point de contact national de l'OCDE, qui est présidé par la Direction générale du Trésor et où siègent à peu près tous les ministères publics du travail, de la santé, de l'environnement, etc. Donc l'ensemble de l'appareil d'État est au courant de ces violations aux droits des populations autochtones depuis 2017-2018. Il faut savoir que c'est un contexte extrêmement volatile dans cette région où on a des meurtres en série, des meurtres qui se comptent par dizaines, on a des réseaux mafieux qui se sont développés. Un reportage d'Arte qui est paru samedi dernier, que vous pouvez voir en replay sur Arte, pourra vous expliquer comment les mafias descendent dans le village pour canarder les gens qui ont reçu des contrats de sous-traitance entre sous-traitants, donc des menaces extrêmement importantes avec des personnes qui sont donc criblées de balles, et ensuite des violences et des intimidations à l'encontre des défenseurs des droits qui voudraient voir leurs droits à la consultation respectés. Dans ce contexte-là, EDF a été assigné en justice en 2020, et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Agence des participations de l'État non seulement refuse de communiquer sur le sujet, et c'est là où il y a un enjeu pour vous, parlementaires, c'est que le dernier rapport de l'Agence des participations de l'État, le dernier rapport annuel qui vous a été remis, est incomplet et ne fournit pas les informations auxquelles normalement tout actionnaire, quand on est dans la sphère privée, mais pour un actionnaire public, tout représentant élu devrait avoir accès, puisque si vous cherchez dans ce rapport annuel de l'Agence des participations de l'État, vous ne verrez aucune mention des recours en justice à l'encontre des entreprises du portefeuille de l'Agence des participations de l'État, aucune mention du contentieux concernant EDF qui est en cours. Et si cela ne suffisait pas, il faut savoir que nous avons eu une décision de justice qui a été rendue hier dans ce dossier-là, et qu'il y a un mois, lorsque a eu lieu l'audience au tribunal judiciaire de Paris, les avocats d'EDF, donc les avocats d'une entreprise publique détenue par l'État, ont plaidé pour éviter de se voir appliquer les dernières législations, les dernières évolutions législatives concernant le tribunal compétent, et se sont aussi cachés derrière des formalités administratives très controversées pour essayer de faire tomber la plainte.
Donc, concernant le rôle de l'État actionnaire, notre recommandation, et elle figure en fin de ce rapport, tout d'abord, c'est d'établir en droit français et de renforcer l'obligation de vigilance non seulement des entreprises privées, mais aussi des acteurs publics qui agissent dans la sphère économique comme des acteurs économiques à part entière, en tant qu'investisseurs. Et c'est aussi renforcer le contrôle du Parlement, et donc cela intéressera directement les membres de cette commission, afin de créer 2 postes de rapporteur spécial au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale. Un premier poste de rapporteur spécial à la mise en œuvre de l'obligation de vigilance par l'État et les institutions publiques, auquel je viendrai ensuite juste après, donc les institutions publiques pour contrôler la façon dont l'État met en œuvre son obligation de vigilance à la PE, à la Direction générale du Trésor, à la BPI, ou à l'AFD, à Proparco, etc., etc. Et ensuite, créer un second poste de rapporteur spécial à la mise en œuvre de l'obligation de vigilance spécifiquement pour l'État actionnaire, pour qu'on puisse contrôler, et vous le savez, avec les dernières révélations de Disclose sur les ventes d'armes à l'Égypte, que l'État français, en tant qu'actionnaire et aussi en tant que puissance publique, a un rôle majeur à jouer et des comptes à rendre aux citoyens et citoyennes. Ensuite, un rapide point sur la responsabilité fiscale et la transparence fiscale des aides. Durant la crise du Covid, le CCFD Terre Solidaire a demandé à ce que les aides d'État soient conditionnées à une responsabilité fiscale claire des grandes entreprises. La seule manière aujourd'hui de s'assurer que les entreprises aidées ne fassent pas d'évasion fiscale quand elles reçoivent des deniers publics, c'est de publier un reporting public pays par pays. Et là-dessus, on va avoir un rappel très clair qui est de dire que l'engagement qui a été pris par Bruno Le Maire de dire qu'aucune entreprise percevant des aides ne devait avoir de filiale dans un paradis fiscal était un pur effet d'annonce, pour une raison très simple, c'est que cette liste des paradis fiscaux est ridicule et vide. Et donc, il est impossible de savoir, avec la condition qui avait été imposée par Bruno Le Maire, de savoir si les entreprises faisaient ou non de l'évasion fiscale. Et d'ailleurs, vous voyez que tous les grands groupes qui ont perçu des aides ont perçu des aides sans aucun souci. Pourtant, nombreuses sont celles, et je ne les citerai pas, mais nombreuses sont celles qui ensuite sont rattrapées par la presse dans des scandales liés à l'évasion et l'optimisation fiscale de façon structurelle et systémique. Et enfin, je terminerai sur un dernier point, qui est l'enjeu de la diplomatie économique, puisqu'il ne me reste même pas une minute, pour dire que tout d'abord, il y a un enjeu d'incohérence entre la politique publique française et les soutiens financiers qui sont les soutiens financiers français accordés dans les pays en développement. Il semble que n'importe quel investissement est bon à prendre lorsqu'on est l'État, et on peut prendre ici l'exemple de Feronia. Feronia, c'est une entreprise qui a été créée ex nihilo par des agences publiques de développement, et notamment par la France, que la France a soutenu pendant 8 ans à hauteur de dizaines de millions d'euros, et ce, malgré des meurtres, des violations des droits, des écocides et des accaparements fonciers de grande échelle, puisque cette entreprise Feronia fait de l'huile de palme, ce qui là aussi pose question sur là où vont les soutiens, l'aide publique française, fait de l'huile de palme sur une zone équivalente à 10 fois la surface de Paris, ou une zone équivalente à l'ensemble du département de Paris, ce qui représente tout Paris, la Seine-Saint-Denis et une partie du sud. Donc vous voyez, c'est une exploitation de palme géante sur lesquelles on a des meurtres, des accaparements de terre, des violations des droits et des pollutions massives par les pesticides, et le tout avec des millions d'argent public. Ensuite, le deuxième point, c'est la fascination du soutien français aux acteurs les plus importants. C'est-à-dire que le discours qui va être porté dans l'aide au développement et dans les soutiens publics à l'internationalisation va être de soutenir les petites et moyennes entreprises, mais on voit que la plupart de ces soutiens vont à des acteurs très importants. Il suffit parfois de voir le montant du ticket d'entrée pour pouvoir postuler à des prêts de la part de Proparco, et aussi les très faibles contreparties qui sont demandées. Et enfin, c'est le problème de l'aide liée, avec l'ensemble des sujets liés au fait que par l'aide publique au développement, en fait, ce sont souvent des retours pour des grandes entreprises françaises qui sont les premières bénéficiaires de cette aide publique au développement. Pour le montage financier, on peut parler de plusieurs projets, mais par exemple, Proparco en 2018 a accordé un prêt de 9 millions d'euros à la société agroalimentaire Spaïka en Arménie, et le groupe français qui allait bénéficier de ces aides, qui avait été identifié pour la fourniture des 20 hectares de serres. Donc c'est des serres qui étaient agro-industrielles, chauffées hors sol pour l'exportation de tomates vers le marché européen. Donc vous voyez là encore un problème de cohérence des politiques publiques.
mais aussi non seulement l'AFD, BPI allait aider la filiale française, mais aussi c'est le groupe AFD et BPI France qui ont accordé des conditionnalités sur les garanties export. Et donc au total, ce sont 23 millions d'euros que la France a engagés pour soutenir un groupe français pour qu'il aille produire des tomates. Et ces 23 millions, en fait, sont considérés comme de l'aide publique au développement, ou bien directement par l'aide publique au développement, ou bien par les conditionnalités dans les garanties export. Sur ce point, juste pour sortir de l'Agence française de développement et de l'aide publique au développement, se rappeler que les garanties export sont aussi un enjeu majeur pour le climat, vous le savez, avec tous les débats qui concernent les soutiens publics divers dont peuvent bénéficier les entreprises fossiles et Total notamment, et pour lesquels les amis de la Terre ont remporté une victoire hier avec la décision du gouvernement français de ne pas financer le projet Arctique 2 en Arctique, mais avec cette petite astérisque, si je ne me trompe pas, et peut-être que ça pourrait être l'occasion d'auditionner les amis de la Terre, mais que cette décision française est intervenue lorsque Total a annoncé qu'il avait bouclé le financement de son projet. Et donc enfin, dernier exemple, pour les bénéficiaires, il faut savoir que ProParco aussi, par exemple, a financé en 2019, pour près de 40 millions d'euros, la construction d'entrepôts ferroviaires au Brésil pour le deuxième groupe sucrier mondial, le français Tereos. Et donc là, on voit aussi la façon dont l'aide publique va être délivrée de façon massive à des entreprises publiques à l'étranger. Et là encore, pour soutenir le deuxième groupe sucrier mondial, qui va prendre une position encore plus monopolistique au niveau mondial, avec une hyperconcentration des pouvoirs au sein des filières agro-industrielles, qui nuit au développement des pays en développement et qui nuit aussi à l'objectif affiché d'agro-écologie et d'un modèle agricole plus soutenable. Et je vous remercie et excusez-moi pour la petite... Merci bien, Swan Baumier. Je propose de passer tout de suite à Fatima Bella Hedge, déléguée générale de la Confédération générale des SCOP, et en précisant donc du coup que ça fait effectivement une quatrième intervention, on va dire, d'horizon différente des trois premières. Mais donc à vous la parole sur cette question-là, pareil pour 10-12 minutes. Je mets le chrono. Tout d'abord, toutes mes excuses pour mon retard indépendant de ma volonté. Vous verrez que le dernier point, c'est directement lié. Voilà. Alors, comme je vais beaucoup vous parler du réseau en fait, que j'anime, je voudrais vous en dire quelques mots. Le réseau des SCOP et des SIC, c'est un réseau d'entreprises, TPE, PME, quelques ETI, mais relativement limités. Mais on s'était rencontrés au Sénat il y a quelques temps. 3600 entreprises, 80 000 salariés, 7,7 milliards de chiffre d'affaires. Donc, petit réseau de l'économie sociale, mais qui nous semble être une alternative qui peut tenir le choc, en tout cas, dans la réflexion d'alternative à une autre économie, en tout cas. Enfin, voilà. Et qui fait partie de l'économie sociale. Alors, je voulais d'abord peut-être en premier point vous évoquer justement par rapport aux aides publiques. Quand la question a été posée, mon premier réflexe a été d'aller voir le nombre d'aides publiques parce qu'on a toujours une idée un peu massive de ce que ça pourrait représenter. J'avais bien lu aussi la présentation. Et c'est vrai que quand on va sur le site du gouvernement, en fait, il existe 2000 aides publiques. Le premier point que je voulais souligner, c'est que pour l'essentiel des TPE, PME, cette connaissance est très limitée. En tout cas, je parle pour mon réseau en particulier, mais pour avoir travaillé avec les acteurs du développement économique en général, on a une première difficulté, c'est cette lisibilité et du coup l'accès à toutes ces aides publiques qui existent. L'autre point directement lié à ça, c'est que ce qu'on va avoir aussi dans les aides publiques, parfois c'est des histoires de montants. Et donc une TPE qui va chercher en tout cas à accéder, la même question serait aussi sur les marchés publics, à partir du moment où on a des aides publiques avec
des montants planchers qui sont déjà très hauts, vous pouvez être certain que de toute façon, vous avez laissé de côté une grosse partie en fait, de ces entreprises qui sont en général celles qui en ont le plus besoin. Je ne vais pas plus loin, je pense que tout le monde a compris mes propos. Sur les aides publiques, alors là plutôt un côté, alors 2 points très positifs que je soulignerai, c'est qu'une bonne partie de ces aides publiques sont liées à l'innovation. Nous sommes, en tout cas au niveau du réseau et je pense plus largement au niveau de l'ESS, convaincus qu'il faut financer l'innovation, qu'il ne peut pas trouver le moyen d'équilibre économique et que de ce point de vue-là, il est nécessaire d'avoir des aides publiques. Sur la proportion, puisque vous avez posé la question, le sujet pour nous n'est pas de questionner les montants en tout cas, c'est le rôle de l'État en tout cas d'intervenir en appui, ça serait plutôt sur la répartition de ces aides qu'on aurait des remarques. Néanmoins sur l'innovation, il y a un point sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est que cette innovation reste essentiellement l'innovation qu'on va résumer à l'innovation technologique, l'innovation de rupture, enfin on l'appelle comme on veut. Ce qui est certain, c'est qu'en matière d'innovation sociale, sociétale, il y a une telle méconnaissance de ce que ça peut représenter qu'aujourd'hui, les textes font qu'il y a un non-accès total, hein, même si de temps en temps on nous sort l'exemple ou bien ce que peut représenter l'éligibilité de certains scientifiques qui peuvent avoir accès au dispositif. Hein, derrière, c'est le CIR, c'est le statut de jeune entreprise innovante qui permet quand même, en général, sur les premières années, voire plus longtemps, de pouvoir avoir des cellules de recherche et développement, est totalement inaccessible à ce type d'innovation. Donc ça, c'est un point extrêmement important. À l'époque, avec le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, nous avions une commission qui avait fait des propositions, on peut retrouver, hein, donc je ne vais pas vous les étaler là, mais qui avait fait des propositions pour faire évoluer les textes qui n'ont jamais été pris en compte. Je trouve que c'est extrêmement regrettable quand aujourd'hui, ce qui préoccupe la population et les habitants, c'est de faire remonter notamment, de pouvoir consommer autrement, habiter autrement, etc. etc. Un point positif sur les aides publiques que je voudrais souligner, c'est durant le Covid, hein, ça a permis clairement à notre réseau qui a eu la possibilité d'y accéder. Je ne ferai un pas de côté par rapport à mes amis d'économie sociale qui se sont retrouvés en très grande difficulté, puisque ce ne sont pas des entreprises classiques, on va dire, de type SAS, SA, SARL, qui sont le gros des troupes, on va dire. Donc nos scopes et nos cycles n'ont pas eu de difficulté. Et ça a été vraiment ce qui a permis, en tout cas, de ne pas nous retrouver avec une hécatombe, notamment avec tout ce qui a pu permettre l'accès au PGE, aux allègements de charges, enfin au report de charges, etc., au temps partiel, qui ont pu se mettre en place, à part quelques spécificités, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais simplement souligner que ce type d'aide qui a été ponctuelle répondait à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Et en ça, c'était un point, en tout cas en termes d'accès, qui est vraiment à souligner de notre côté. Néanmoins, parce que j'ai toujours des néanmoins, ce qui a été plus compliqué, puisque après ces mesures exceptionnelles, hein, je souligne que heureusement qu'elles ont été là. Il y a eu aussi d'autres, dans le cadre du plan de relance, des plans extrêmement structurés, notamment pour permettre à l'industrie, aux bâtiments, enfin au BTP, de mettre en place des appels à projets. Et on a buté à nouveau à ce que je vous disais au démarrage, c'est l'accès à l'information. Même si notre organisation a fait tout un travail de travailler en tout cas sur cet accès, c'était tellement énorme que nous n'avions pas les moyens, nous restons quand même une petite organisation pour faire cette veille et permettre cet accès. Et nous avions aussi de toute façon la difficulté par rapport au montant plancher que je vous évoquais tout à l'heure. Donc je vous évoque à la fois les côtés positifs et les côtés négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, évidemment, la conditionnalité, je rejoins les derniers propos qui avaient été évoqués par une personne précédemment, c'est effectivement de les conditionner, et notamment de les conditionner en faisant en sorte qu'en termes d'évaluation,
on puisse justifier de l'utilisation de ces dépenses publiques. Et à minima, c'est une préconisation, on voulait surtout souligner l'absence de conditions relatives au versement de dividendes, qui nous semble être en tout cas le minimum sur lequel on doit s'engager quand on bénéficie en tout cas d'aides publiques, et même contraindre à reverser les aides publiques si on fait le choix de verser des dividendes. Donc ça, c'est vraiment la préconisation extrêmement, sur laquelle, pour nous, il ne peut pas y avoir de discussion, tout en soulignant que nous ne souhaitons pas avoir un discours qui serait type révolutionnaire, comme parfois on peut nous le reprocher. Le sujet n'est pas là. Le sujet est de dire, à un moment donné, on n'a pas d'avis à donner pour ceux qui veulent verser des dividendes, mais qu'à minima, quand ils ont reçu des aides publiques, soit ils reversent à l'État ces aides publiques, ou en tout cas aux collectivités territoriales, soit durant cette période-là, ils s'engagent, durant une période qui est à déterminer, à ne pas verser de dividendes. Sur les autres points que je voulais vous souligner, peut-être un point spécifique, mais je tiens à le faire puisque je représente quand même le mouvement des SCOP et des SIC, c'est sur les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui permettent justement aux collectivités territoriales ou à l'État de rentrer au capital des sociétés, ce qui est vraiment un plus et qui a permis en tout cas le développement de ce type d'entreprise, qui est toute jeune, puisqu'on va fêter les 20 ans. On a quand même une difficulté puisque la loi nous permet d'avoir en tout cas des partenaires publics qui rentrent au capital jusqu'à 50%, mais au-delà de 25%, en fait, ces entreprises perdent la qualité de PME au sens européen. C'est quand même une difficulté puisque en fait, en perdant cette qualité de définition, en tout cas relative à la définition européenne de PME, nous bloque l'accès au financement des aides publiques. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est un point en fait qu'on n'avait pas repéré jusqu'à être interpellé directement par nos SIC il y a 2 ans et sur lequel on a fait remonter jusqu'à maintenant le sujet. Et il nous semble en tout cas important de le porter aussi dans le cadre de cette audition puisque voilà, aujourd'hui on peut être en défaut de conformité aujourd'hui en France pour quelques-unes de ces SIC qui ont bénéficié à la fois de ces aides. Ce n'est pas tout à fait des aides, puisque c'est un apport en capital qui est indispensable sur la capitalisation des fonds propres, mais qui du coup, certaines sont y compris hors la loi, normalement en ne devant pas accéder à d'autres financements publics. Je pourrais vous laisser de toute façon ce qu'on a écrit pour vous mettre le détail. Je préfère garder le temps pour autre chose. Surtout que le temps passe très vite. Je vois qu'il me reste plus qu'1 minute et demie. Donc je vais finir en fait sur le point qui m'a retenu tout à l'heure, mais tout à l'heure était indiqué, je crois, par vous, monsieur, notamment l'exemple de la SAM. Moi, je suis extrêmement préoccupée aujourd'hui par une de nos coopératives, pour ne pas la citer, la plus grosse SCOP, qui compte aujourd'hui 3800 salariés et qui est touchée de plein fouet en fait par le non-renouvellement de marché, enfin un renouvellement partiel pour être plus exact avec Orange, dont le capital est détenu à 23% par l'État et qui aujourd'hui, en tout état de cause, si on ne peut pas revenir aux tables de la négociation, c'est 1900 emplois qui disparaissent. 1900 emplois au niveau de la SCOP et je ne compte pas les 600 emplois au niveau de la sous-traitance puisque le groupe Scopelec travaille aussi elle-même avec des sous-traitants et que ça représente 600 emplois qui sont directement touchés. Aujourd'hui, nous avons très largement mobilisé, y compris au plus haut sommet de l'État. On attend en tout cas un retour d'Orange. Manque de peau, on nous dit que c'est compliqué, mais enfin nous, ce qui nous préoccupe, c'est les 1900 emplois aujourd'hui. Et donc je suis un peu émue par... donc je vais juste prendre la 30 secondes supplémentaires
pour vous dire en fait que ces renouvellements, ce sont des marchés privés qui se font tous les 3 ans. Avec la période du Covid, on a eu une période un peu plus longue. Et donc, comme c'est dans le cadre des contrats, ces contrats s'arrêtent en fait entre mars et mai. Nous n'avons pas la totalité des contrats, mais les contrats actuels qui ne sont pas renouvelés touchent les 1900 personnes, donc d'ici fin mars. Le dernier contrat, le dernier lot qui n'est pas encore sorti, sortira dans les semaines qui arrivent, mais sans réponse supplémentaire. De toute façon, c'est une attente de savoir si nous pouvons nous mettre autour de la table et qu'en est-il des salariés qui restent sur le carreau, puisque vous savez, sur ces marchés-là, vous avez des clauses qui permettent de reprendre les salariés. Et là, je tiens à attirer votre attention sur la précarisation de ces salariés, puisqu'ils vont être repris très certainement à des conditions, en tout cas sur une des 8 régions qui est concernée. Nous savons que la solution, je ne peux pas citer de nom, mais en tout cas la solution qui est présentée, l'entreprise a son siège au Luxembourg et nous savons que cette entreprise a un recours massif aux auto-entrepreneurs ou au personnel détaché. Voilà, j'explique du coup mon retard par l'occasion pour vraiment m'excuser du retard, parce que ça n'est pas mon habitude. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'avoir une discussion alors un peu baroque, puisque les interventions étaient fort différentes et portant sur des domaines ou des propositions ou des façons de questionner cette question des aides publiques au secteur privé de façon assez variée et diverse, mais donc du coup d'avoir un échange avec une série de questions, remarques, interpellations qui vous seraient destinées. Quand vous avez fait la similitude avec le système de contrôle des associations, de fléchage des associations, on se disait toutes les deux qu'on on voit, soit dans nos circonscriptions, en tout cas dans les territoires où on est en lien avec les associations, combien ça génère aussi de la bureaucratie, combien ça génère des fléchages qui parfois n'ont pas tellement de sens. C'est-à-dire que dans les associations, maintenant, parfois pour pouvoir aller chercher la subvention, on crée une activité qui permet d'avoir la subvention, et puis l'inverse, quoi. Donc, je ne compare pas évidemment ce que font des associations, notamment à but non lucratif, avec des grandes entreprises. Je vois bien la distinction. Mais comment vous verriez, vous, cette similitude de système de contrôle et de vérification, voilà, pour pousser un petit peu la discussion. Enfin, l'une de mes questions s'inscrit en fait dans la lignée. C'est vrai qu'on a quand même quelque chose qui est extrêmement paradoxal et scandaleux, d'avoir d'un côté des aides aux entreprises qui tombent pour la plupart sous le coup du secret fiscal, donc avec une absence de transparence totale assumée comme étant normale. Puis d'un autre côté, dès qu'on est du côté association, c'est l'absolue transparence, puisque chaque euro public doit être donné en information. Même la moindre petite commune qui donne la moindre euro de subvention à une association doit le publier aux membres du conseil municipal et au-delà dans ses documents budgétaires. Cela dit, l'interrogation qu'on peut avoir, c'est aussi la question qui a été soulevée par la dernière intervenante, c'est la question de l'accès et de la capacité d'accès des plus petits. Quand on met en place des éléments de bureaucratie, c'est vrai qu'il y a aussi une question d'égalité d'accès entre ceux qui ont les moyens de se barder de conseils, de techniciens, etc., pour remplir les dossiers au mieux, et ceux qui n'y ont pas accès. Donc ça, c'est quand même... Bon. Après, là, on est vraiment dans des modalités pratiques, hein, et il ne faudrait pas que le débat soit uniquement là-dessus, mais c'est vrai que la question de la transparence, la question de comment on fait pour contrôler, ça veut dire aussi l'accès aux informations, et ça veut dire aussi la capacité à les sortir, à les fournir. Et il faut que là, je pense, si on est dans le registre des solutions, on réfléchisse à des systèmes qui soient très différents pour les petites et par rapport aux grandes entreprises. J'avais une autre question. Il y a quelque chose dont le gouvernement se targue pour faire avancer les choses, c'est l'index égalité femmes-hommes. Non, mais je sais, je le pose quand même. Est-ce que vous pensez que ce type de choses peuvent être des outils de contrôle ?
C'est-à-dire de dire, voilà, imaginons qu'on reste dans un système où on aide les entreprises. Moi, je pense qu'il faut faire de la dépense publique et l'assumer comme telle, et par là même la réhabiliter, et non plus des dépenses fiscales qu'on cache, des exonérations, parce qu'on ne peut pas les contrôler, mais dire, voilà, on va dépenser, ok. Je rejoins ce qui est dit, en tout cas, il y a beaucoup de petites entreprises qui ont peut-être besoin d'argent public pour la transition, pour travailler la suite, etc. Mais à ce moment-là, on fait une forme de subvention. Mais dans ce cadre-là, comment on fait pour contrôler ? Et est-ce qu'on n'est pas aussi sur des choses qui sont dans la dynamique, c'est-à-dire qu'on apprécie aussi une dynamique d'amélioration ? Donc c'est pour ça que j'ai pensé à cette histoire d'index égalité femmes-hommes, auquel je ne crois pas trop, que je trouve très, très incomplet, etc., et qui est fait pour justifier que tout va bien. Mais est-ce que c'est un peu ce type d'outil qui peut aider ? Et j'aimerais finir, est-ce qu'il y a pour vous une aide aux entreprises qui devrait être peut-être créée, qui serait une aide, et c'est une question, une aide aux salariés pour reprendre leur entreprise, une aide à la fois technique, logistique et financière. Comment ça pourrait être une nouvelle aide publique pour des entreprises, mais qui justement montre que notre organisation économique est possible, et que là, il y a justification à utiliser les données publiques. 3 questions. Déjà, merci infiniment, puisque c'était passionnant. Je vais essayer de regrouper les questions pour pas que ça soit trop long, mais pour aller dans le même sens que ce qui était dit à l'instant. Moi, je me suis posé aussi la question, pas seulement en fait, je crois pas que c'est juste quelque chose de technique. Je crois que c'est effectivement ce que disait Sophie, qu'il faut penser comment est-ce que les petites et les moyennes entreprises puissent justement avoir accès à ces aides, puisqu'on sait que c'est aussi là d'ailleurs où elles sont les plus efficaces. Et d'ailleurs, il y avait un très bon papier qui avait été fait par un sociologue sur comment les coopératives pendant la crise sanitaire et pendant notamment le premier confinement avaient été ceux, justement parce que ce sont les salariés qui décident et qui s'auto-gérer, et bien que dans ces coopératives, c'était là qu'on avait eu finalement une auto-organisation du travail qui avait permis de faire bifurquer les activités vers ce qui était le plus important pour l'intérêt général, notamment la question des masques, qu'on fait bifurquer leur appareil de production. Donc je pense qu'effectivement ça pose cette question-là. Moi-même ayant travaillé en association, je vois très bien, en fait, il y a des associations où on est... Enfin voilà, moi je faisais ça, je faisais du travail de terrain, et puis j'avais toute une partie du travail, c'était remplir les dossiers comme ça. Et donc ceux qui peuvent, ils les ont, et puis les autres, ils ont accès à peu près à rien. Donc je pense que ça, c'est quand même un point très important, et qui se lie, à mon avis, à un autre point, qui est une question de la temporalité. Parce que quand on parle de contrôle, quand on parle de projets qui seraient faits, quand on parle de transparence et de contrôle, en fait, je pense que l'exemple le plus frappant, c'est ce que fait notamment l'AFD, mais pas que, c'est qu'en fait, du coup, on donne des aides, et je vais le dire un peu de manière brutale, mais il faut dépenser cash, quoi. Donc on va faire des projets qui ne sont pas sur du long terme, qui ne sont généralement pas pensés avec les populations sur place, mais parce qu'il faut que l'argent il soit dépensé dans l'année, et ça pose quand même un gros problème, parce que là je le dis sur l'AFD, mais c'est en général, c'est aussi dans ce qui pourrait être fait sur les conditionnalités et sur les contrôles, c'est en quelque sorte la question du plan qu'on se donne et quelle temporalité on se donne pour pas qu'il y ait des aides qui soient en fait finalement des choses qu'il faut dépenser comme ça, dans des choses qui restent du court terme en fait. Voilà. Enfin voilà, ça c'était le premier angle de question qui rejoint ce qui était dit là. Le deuxième, moi je pense que, je retiens bien ce qui a été dit par la CGT, je pense que c'est quand même important de le noter, la question de l'efficacité des emplois directs, de renforcer les services publics, la question des pôles publics auxquels on est très favorable, mais je pense que ça doit aussi être noté dans le travail qu'on fait. Peut-être, du coup, comme on nous a posé la question et que c'est souvent une question auquel on n'arrive pas à répondre, peut-être que vous avez des bons exemples de ça. Est-ce que vous avez des exemples de ce qui a été fait, de ce qui aurait été fait dans d'autres pays, de conditionnalités qui sont intéressantes au secteur privé? Ça c'est une question, et j'avais noté, parce qu'on a eu une seule intervention dessus. Peut-être que, est-ce que vous avez, peut-être pour développer une conditionnalité dont on a un peu moins parlé, l'égale conditionnalité, qui est celle sur la question de l'égalité femmes-hommes, si vous avez des pistes un peu précises, je pense que ça serait précieux.
Ensuite, j'avais une troisième question qui m'est venue, qui est une question très large, mais qu'en fait est importante. Tout à l'heure, vous avez chacun d'entre vous évoqué tous les rapports qui ont été faits sur le CICE, sur... Bon, la question, en fait, il y a quelle aide on peut créer, mais en fait, vous avez parlé de la segmentation des aides publiques qui sont faites, qui implique un manque de transparence, mais en fait, qui pose la question aussi de comment est-ce qu'on remet à plat tout ça. Et la question, c'est est-ce que déjà, comment on peut se faire cette remise à plat des aides? Comment est-ce qu'on choisit et comment est-ce qu'on arrête de segmenter ces aides-là? Donc, est-ce que, je sais que je pose une question très large là, mais voilà, est-ce que par exemple, on supprime le CICE, on supprime le crédit d'impôt recherche? Là, je dis des choses volontairement, où on décide qu'on supprime tout ça. Mais alors, comment ça s'inscrit en fait, et comment est-ce qu'on pourrait refaire cette remise à plat et pour remettre à plat toutes ces aides et décider des critères dont on parlait? Après, il y a des choix démocratiques qui sont faits. Mais comment on lutte contre cette segmentation dont vous pointiez à juste titre les dérives qu'elles avaient. J'avais d'autres questions, mais je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant et puis après on verra. Quand je parlais, je faisais le parallèle avec les associations, c'est aussi adressé à ceux qui pensent que les conditionnalités, il n'y en a pas besoin. Quelque part, on a deux mondes, des associations qui effectivement sont soumises à ça, et puis d'autres, à qui on dépenserait sans compter et qui n'ont de compte à rendre à personne. Après, effectivement, j'ai pas développé, mais il y a tout l'aspect bureaucratie, et ce qu'on imagine, nous, c'est quelque chose une conditionnalité intelligente qui soit basée sur, en gros, ok, vous voulez une aide publique, mais pourquoi faire? Et en fait, c'est vous qui vous engagez. Et ensuite, on va voir. Donc, c'est vous qui avez dit ce que vous alliez faire. Est-ce que, bien évidemment, on va vérifier, c'est votre projet, donc si c'est leur projet, on peut déjà supposer qu'ils ont déjà travaillé dessus, donc ça ne va pas nécessiter quelque chose de supplémentaire. Et ensuite, de pouvoir, en cohérence avec une politique, je dirais, générale, c'est pour ça que je parlais de, après, c'est pas une question de personne, mais de situer avec, au niveau du commissariat général au plan, où véritablement, elle doit partir de vraiment comment je vois la France à un horizon de 10, 20, 30 ans. Et après, alors ça répond un petit peu à votre question de comment on fait. C'est ensuite, il y a les travaux, par exemple, je pense au Shift Project, qui sont en train de travailler sur le plan de transformation de l'économie française. Comment, à partir de tout ça, je redécline au niveau des entreprises, et ça va pouvoir, en gros, coller entre la vision politique de départ et au niveau local. Ensuite, très rapidement, sur l'index homme-femme, effectivement, il y a quand même peut-être pas mal de perfection, parce que, nous on le dit, mais si on veut avoir une entreprise qui a un très bon index, même y compris à 100, et pourtant n'est pas très vertueuse, on peut arriver et entre guillemets, simplement jouer avec l'index, mais pour autant, c'est pas ça qui fera que l'entreprise sera vertueuse. Donc il faut vraiment faire attention dans les indicateurs. Ensuite, comment penser plus les PME et les ETI? Alors, je vais juste faire un pas de côté parce que c'était une de nos propositions dans le cadre des je ne l'ai pas remise, mais on pourra en remettre si on vous fait passer ce qu'on a écrit, une note, mais dans le cadre notamment de financement, et on pensait à tout ce qui était les prêts garantis par l'État et financement par BPI France. Il existe des instances et qui malheureusement ne fonctionnent plus,
mais qui s'appellent les comités régionaux d'orientation. Donc le législateur a prévu qu'il y ait, et notamment toutes les organisations syndicales, mais au sein des comités d'orientation et de surveillance. Et ce qu'on imaginait, c'est que en fait, ces personnes qui siègent dans ces comités d'orientation puissent établir une sorte de ce que j'appelle cahier des charges, mais où effectivement on mettrait peut-être plus et on orienterait plus vers des PME, enfin vers l'économie vers laquelle on veut aller. Et du coup, ensuite, les financements seraient fléchés vers ce type d'entreprises qu'on considérerait comme vertueuses. Donc ça, c'est on a concrètement une proposition là-dessus et adossée sur les comités, sur BPI France et les comités régionaux d'orientation, mais c'est un mécanisme qu'on peut imaginer en définissant et en un peu le portrait robot de l'entreprise, alors peut-être avec des indicateurs. Bon, après, il y a toute la difficulté des indicateurs, enfin, et notamment l'index égalité homme-femme. Là aussi, si on peut, si vous voulez des exemples, j'ai des collègues qui ont très bien décrit comme ça une entreprise qui a 100 sur 100, mais et qui, quand on regarde dans la réalité, n'est pas très vertueuse. Voilà. Mathieu. Merci beaucoup pour ces questions. Je vais essayer d'être le plus court et concis possible. Sur la bureaucratie, ça c'est évident. Je crois que c'est clairement le problème qu'on a déjà aujourd'hui avec la segmentation. Et la CGT, on n'a jamais été forcément très pour la bureaucratie, c'est moins qu'on puisse dire. Mais par contre, la question du contrôle du coup par les salariés eux-mêmes, je pense que c'est là aussi où on échappe en partie à la question bureaucratique en réinjectant des questions qui sont plutôt celles démocratiques. Ça va un peu irriguer l'ensemble de mon propos, c'est que le problème essentiel, c'est bien un problème de pouvoir. C'est qui prend les décisions. Et j'y reviendrai aussi sur la question des TPE-PME. Donc sur l'accès des TPE-PME, ça fait partie des choses sur lesquelles on est parfaitement conscient que les contraintes ne sont pas du tout les mêmes pour les TPE-PME. Ce que vous décrivez, madame, est tout à fait juste. La difficulté de l'accès, c'est aussi ce qui ressort même pour nous, pour les salariés. Il est évident que pour un artisan qui a un employé et pour une entreprise comme Orange, typiquement, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Donc nécessairement, nous, on est d'ailleurs pour en fait que ce genre d'aide soit réservé aux entreprises qui en ont réellement besoin. Et donc, du coup, typiquement, les TPE-PME, parce que l'objectif qu'on a derrière, c'est toujours celui de l'emploi, des salaires et des conditions de travail. Pour caricaturer, c'est un peu ça l'idée centrale. Mais en fait, la situation des TPE-PME ne peut pas être comprise si on ne la met pas immédiatement en relation avec celle des donneurs d'ordre. C'est juste pas possible. Et vous l'avez dit très bien aussi, quand vous parliez de Scopelec, je crois qu'on a une section syndicale, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, CGT. Il me semble que vous avez très bien décrit ce qu'est le fait que le principal donneur d'ordre soit Orange et que le jour où les orientations stratégiques d'une grosse entreprise font que d'un seul coup, il n'y aura plus d'argent pour cette entreprise-là, on peut les aider autant qu'on veut vis-à-vis avec des aides publiques. Si on ne gère pas ce que fait le donneur d'ordre, on ne gère pas en cascade ce qui se passera sur la TPE-PME. Et moi, je fais partie de ceux qui sont très attachés à cette notion-là. C'est qu'il faut qu'on prenne le problème à la racine de la question économique en France. Et c'est celle des grands groupes, nécessairement. Et ça pose des questions qui sont assez vertigineuses, puisque la plupart de ces groupes sont aussi des multinationales. Et donc ça pose des questions de concurrence internationale, de gestion transnationale de la production, etc. Bon, on n'a peut-être pas le temps de développer tout ça ici. Mais ce qu'il y a pour les TPE-PME sur les aides publiques aux entreprises, on le retrouve aussi sur l'accès au crédit. C'est plus cher pour un artisan d'accéder au crédit que pour Orange. On le retrouve dans le coût du foncier, évidemment. Le fait d'acheter un bureau coûte beaucoup plus cher aujourd'hui quand on est une petite entreprise que quand on est, par exemple, propriétaire des murs. Bon, ça fait partie, du coup, je pense qu'effectivement, on ne peut pas traiter de la même manière très petite entreprise, ni PME d'ailleurs, ni ETI. Enfin, voilà, il faudra réfléchir nécessairement il faudra segmenter pour le coup malheureusement la façon dont on traite ce problème-là. Alors sur l'index, je vais répondre très rapidement. L'égalité femmes-hommes. Alors on a nous un collectif, égalité femmes-hommes à la CGT, donc je m'en fais très rapidement le porte-parole. Mes camarades m'excuseront, mais je reprends juste le texte. 96% des entreprises de plus de 1000 salariés ont eu plus de 75 sur 100. Donc forcément, on se doute bien que les critères ne sont pas très restrictifs. Et sachant que les sanctions sont pratiquement nulles quand on ne respecte pas l'index. Donc forcément, là je pense qu'on est typiquement dans le genre d'outils d'évaluation qui ne sont pas des outils contraignants ni de contrôle. Mais par contre, l'idée d'avoir des éléments un peu discutés au préalable avec les organisations syndicales ou de manière générale avec les salariés, ça je pense que c'est obligatoire pour qu'on ait des critères concrets dans l'entreprise de voilà maintenant ce qu'on vous demande concrètement en termes d'emploi, en termes de respect des normes environnementales, en termes de développement, en termes de temps de travail, etc. Et de s'engager aussi sur des éléments qui sont très concrets. Et
Je pense que peut-être que cet index tel qu'il existe n'est pas une bonne idée, sans doute pas la meilleure référence, mais par contre, avoir des critères, ça me paraît très intéressant. Alors sur l'aide spécifique pour les salariés qui voudraient reprendre, bon, pourquoi pas, mais je pense que là aussi on est face à des difficultés. On a quelques gros dossiers, je pense à la Chapelle d'Arblay par exemple, où là il y a des enjeux, et puis même dans les entreprises qui ont été reprises, il y a les enjeux entre guillemets de viabilité ne disparaissent pas nécessairement, puisque malheureusement on est dans une économie qui fonctionne de la manière dont elle fonctionne. Sur la temporalité, alors oui, ça, je pense que c'est un gros problème, effectivement, c'est qu'il y a des besoins de dépenses immédiats, et peut-être que ça pose la question de la planification aussi. Donc de ce que fait aussi le commissariat général au plan, de ses missions, de ses attributions. Moi, je ne comprends pas ce qu'il fait, pour être très honnête, je vais le dire très clairement. Je sais que c'est enregistré, mais à part fournir des notes de qualité qu'on peut discuter, je pense, je ne vois pas très bien, en fait, concrètement, ce que ça sert dans l'objectif qui pourrait être le nôtre commun, qui serait de proposer une direction avec des critères très clairs sur ce vers quoi on veut aller. Bon. Vous avez insisté aussi, Madame la députée, sur l'efficacité de l'emploi direct. Ça, c'est fondamental pour nous. C'est qu'il y a des secteurs où on sait très bien qu'il y a des besoins majeurs en emploi. Il suffit de demander à une infirmière si elle considère que dans leur service, ils sont et elles sont suffisamment nombreux et nombreuses. La réponse sera évidemment non. Donc il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau. Sur parfois, là où sont les besoins, si on repart des besoins essentiels, sur le transport, demander à un cheminot s'il y a suffisamment de cheminots, demander... Enfin voilà, il y a quelque chose qui est, à mon avis, assez clair là-dessus. Et je pense que réhabiliter, comme vous l'avez dit aussi, Madame la députée, la dépense publique directe, c'est fondamental, d'autant que la question des moyens n'a aucun sens. Enfin, ça, pour le coup, vous pouvez interroger n'importe quel économiste. Il vous dira qu'avec des taux d'intérêt gravitant autour de zéro aujourd'hui, il n'y a littéralement aucune contrainte financière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres contraintes par ailleurs, mais à mon avis, il faut aussi qu'on discute, quand on parle d'aide publique, à des alternatives. Donc, et puis enfin, sur qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on remet à plat, là, ça c'est aussi un des éléments qui sera dans le rapport de début 2022 de l'IRS, qu'on a commandé, c'est qu'il y a un effet en fait, qu'on appelle un peu de lock-in. Ça veut dire que en fait, la dépense publique en aide aux entreprises a très peu d'effet. Ça, on le voit sur l'emploi. Et par contre, à l'inverse, l'effet n'est pas symétrique si on retire une aide publique. C'est là, en fait, où c'est vraiment très, très pervers comme système, C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est engagé, qu'on a mis la main, si vous voulez, dans le mécanisme, on ne peut plus en ressortir facilement, sous peine de faire directement des victimes immédiates que sont les salariés. Donc ça pose la question, en fait, aussi du pouvoir dans ces grandes entreprises. On voit bien que c'est un élément du rapport de force côté patronal aussi, qui pourra dire, attendez, si vous me retirez l'aide aux entreprises, moi, je vais supprimer des emplois. Et donc, syndicalement, comment voulez-vous, dans l'entreprise, défendre le fait qu'on supprime des aides pour aller dépenser ailleurs? Je peux poser une question un peu bizarre là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut faire décroître les aides au secteur privé ou non? C'est juste une question là-dessus. Moi, je peux rajouter un truc. Ouais, vas-y. Parce que comme vous allez faire le tour et que peut-être ça s'arrêtera, j'ai demandé à ma voisine pour vérifier que vous ne l'aviez pas dit pendant que j'étais pas là. À chaque fois, on se pose les conditionnalités en termes de rapport à l'emploi, à la formation, à l'écologie, etc. Mais est-ce que vous posez une limite? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des entreprises en fonction du bénéfice ou parce que vous avez parlé des dividendes comme limite, qui est une limite possible à mon avis, j'espère que nous sommes à peu près d'accord là-dessus. Oui, c'est pas la CGT qui Mais après, est-ce qu'il y a une limite en fonction du chiffre d'affaires ou du bénéfice, où où les entreprises là ont la capacité de faire les transitions et les bifurcations possibles? Généralement, ils n'en font pas le choix sur les grosses entreprises, c'est-à-dire qu'avec les marges nécessaires, on est plutôt sur des dividendes ou sur d'autres choix. Mais là, même s'ils ont imaginons qu'ils aient des choix vertueux, ils ont les moyens de le faire, et là, l'aide publique, à mes yeux, moi en tout cas, n'est pas nécessaire. Donc savoir si vous avez déjà, par exemple, estimé un plafond, un seuil. Alors, pardon d'avoir coupé, mais... je ne sais pas si je peux continuer là-dessus. Non, c'est une très bonne question, parce que en fait, je pense que ça rejoint ce que j'allais essayer de dire là, qui est que c'est une question de pouvoir dans l'entreprise. Ça veut dire que concrètement, qu'il y ait ou pas aide aux entreprises, les décisions stratégiques ne sont pas prises, jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, par les salariés. Et donc nécessairement, c'est là où il y a une limite. Ça veut dire que si on abreuve d'aide publique sans demander quoi que ce soit en retour, comment voulez-vous qu'il se passe autre chose que ce qui se passe déjà? Alors évidemment, de ci, de là, il peut y avoir un projet d'investissement, il peut y avoir un ersatz de projet de relocalisation, mais ce qu'on constate par exemple sur les aides pour l'industrie, c'est que la quasi-totalité des entreprises qui en ont bénéficié déclarent que de toute façon, elles avaient déjà un projet et que ça l'a au mieux accéléré. Donc moi je veux bien, mais alors du coup, à quoi ça a servi de dépenser cet argent? Et donc la question plus générale qui consiste à demander, est-ce qu'il faut faire décroître les aides? En fait, je crois que nous, en tout cas la CGT, on le demande, il faut des dépenses publiques massives. Et la question, c'est que là, cette manne financière, c'est comment elle est utilisée. D'où nos revendications qui sont, dans un premier temps,
pour l'existant, les conditionnalités, mais surtout, en fait, on pourrait très bien décider de dépenser autrement ce qui existe déjà. Et ce qui existe déjà est assez colossal, quoi. Je veux dire, on pourrait... Mais dont une partie, par exemple, pourrait aller vers des emplois directs. Complètement. C'est ce que vous Eh oui, oui. Donc, du coup, ça fait décroître. Ah ben bien sûr, oui, oui. Cette partie. Ah ben, en tout cas, c'est évident que, typiquement pour les grands groupes, il y aurait beaucoup moins, voire quasiment plus, d'aides publiques aux entreprises. À partir du moment où il n'y en a plus besoin. Mais, en fait, le nombre d'emplois dans les grands groupes ne dépend pas des aides publiques aux entreprises. Elle dépend des stratégies des groupes. Vous le dites vous-même, c'est qu'il y a des bénéfices qui sont records. Ça veut bien dire qu'il y a des marges de manœuvre financières qui sont colossales. Et que le choix d'embaucher ou pas ne dépend pas du niveau des aides publiques. Ça, c'est ce que va dire le patronat. Et il aura, je pense, stratégiquement raison de le faire, puisque, évidemment, qu'il sera écouté en disant, attendez, maintenant, au moindre soubresaut de l'économie mondiale, il n'aura plus qu'à dire, j'ai besoin d'une aide nouvelle. C'était dans les journaux, il n'y a pas plus tard d'une semaine, je ne sais plus quel représentant du patronat qui demandait une nouvelle baisse d'impôt de production de 30 à 40 milliards. En fait, c'est ça ne s'arrêtera jamais. Vous voyez bien ce que je veux dire, c'est que la croissance, pour le coup, il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent d'en demander, puisque à chaque fois qu'ils disent on a un problème, ils en obtiennent. C'est comme si nous on demandait des augmentations de salaire, vous voyez. Et, enfin, je veux dire, le rapport de force, il ne s'arrête pas. Si nous, à chaque fois qu'on disait attention, on va arrêter de travailler, donnez-nous 20%, c'est ce qu'on aimerait bien faire d'ailleurs, et qu'on obtient, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Enfin, peut-être que si, puisqu'on discuterait peut-être que ce n'est pas la peine de gagner plus d'une certaine somme à partir du moment où on a répondu à nos besoins, ça c'est d'autres discussions. Mais je pense que la question fondamentale, c'est celle de la démocratie dans l'entreprise. Et donc du coup, des décisions qui sont prises et de ce qu'on fait. Et ça dépasse peut-être le cadre de la question des conditionnalités. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, merci. Moi, je reviendrai juste sur la dernière question qui est est-ce que on est pour les aides et faut-il des limites? Et moi, je reviendrai juste sur un point parce que vous avez bien cerné dans ma présentation que j'ai parlé de solidarité internationale et d'impact des aides publiques françaises sur le devoir qui est fourni à des multinationales ou en garantie export, etc. Donc c'était un propos un peu différent que celui de mes collègues ici présents, mais il y a un certain nombre de limites qu'on peut déjà noter. La première, c'est les aides aux énergies fossiles. Ça, c'est donc déjà il y a des aides sectorielles qu'on peut complètement remettre en cause. Aujourd'hui, on a Total qui bénéficie d'aides publiques de différentes formes sur son projet au Mozambique, qui est en ce moment à l'arrêt puisque la zone est en train d'être envahie par des terroristes et il y a des milices de Daesh qui se sont développées dans la zone, mais le projet est à l'arrêt, mais il y a énormément d'argent public qui a été investi pour aider Total au Mozambique. On a aussi, si vous lisez la presse, il y a eu un article encore la semaine dernière dans Le Monde là-dessus sur Total en Ouganda, où pareil, on a beaucoup d'aides publiques et un soutien aussi diplomatique. Donc ces aides publiques aux entreprises, parfois ça va être financier, mais parfois aussi, dans bien des cas, c'est aussi des aides diplomatiques, un soutien diplomatique, des missions économiques, etc. etc. Et après, on a ce fameux Total en Arctique. Donc cette seule entreprise Total, déjà, bénéficie d'énormément d'aides publiques qu'on peut déjà remettre en cause sur le principe même qu'il faut sortir des énergies fossiles et qu'il faut être en cohérence avec l'accord de Paris. Ensuite, on a une cohérence des politiques publiques sur certains des projets dont je vous ai parlé de Proparco. Mon collègue Valentin, qui pourrait aussi être auditionné, a fait un rapport spécifique sur la cohérence de l'aide publique au développement dans le secteur agricole dans un rapport focalisé avec Action contre la faim et Oxfam sur une louche d'agroécologie pour une louche d'agro-industrie pour une pincée d'agroécologie, sur la cohérence des politiques publiques. Si on dit qu'on veut, dans les aides aux entreprises à l'export, favoriser l'agroécologie, favoriser une transition énergétique, on ne peut pas ensuite mettre toutes nos aides dans le panier de l'agro-industrie ou des énergies fossiles, etc., etc. Et après, nous, c'est ce qu'on avait proposé il y a 2 ans au moment du plan de relance en France, c'était de conditionner les aides au respect de certaines lois basiques sur lesquelles on a des critères go, no go très clairs. Donc typiquement, nous, on proposait aucune aide pour les entreprises qui ne publient pas un plan sur le devoir de vigilance. C'était quand même une demande extrêmement peu ambitieuse, puisque ça ne présage pas que, encore une fois, ça ne présageait pas que l'entreprise ne soit pas effectivement complice de violations aux droits humains et à l'environnement dans le monde. Ça demandait juste à ce qu'elle publie sa stratégie et ce qu'elle met en œuvre pour ne pas l'être. Ça ne veut pas dire que c'était appliqué. Mais le simple fait de demander à ce qu'une entreprise publie ce qu'elle fait pour la protection des droits humains et pour le respect
des droits humains et de l'environnement, ça a déjà été considéré comme extravagant. Donc c'est pour vous dire aussi là où on en est du décalage. Mais moi je pense qu'il y a effectivement des aides sectorielles sur la cohérence des politiques publiques, sur des aides à certaines activités néfastes qu'il faut savoir stopper, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Comme je le disais, on a une fascination pour les grands projets, on a une fascination pour le concept même de croissance, d'aide aux entreprises, qui fait qu'on ne questionne pas du tout le modèle qui ensuite va être porté dans ce que l'entreprise va mettre en œuvre. Merci. Fatima. Alors, je voulais réagir d'abord sur tout ce qui était bureaucratie et accès à la facilité. Parce que moi, j'ai plutôt tendance à dire si effectivement, dans les propositions de contrôle qui sont faites, surtout n'ajoutez pas, ne faites pas de propositions. Enfin, ça, c'est très clair. Hein, même les SCOP et les SIC se plaignent quand même beaucoup, en tout cas, de tout ce qui est bureaucratie. Et je vais vous donner un exemple, comme ça va bien illustrer. Mais juste avant, et donc du coup, l'enjeu, je pense pour nous, c'est vraiment, enfin, pour nous, pour les TPE, PME, hein, je parle même plus largement des petites, moyennes entreprises, des associations, etc. C'est vraiment la question de l'accès qui est pour moi vraiment prioritaire. Et plus on complexifie, je crois que c'est ce que vous avez dit, et voilà, les papiers qui sont à remplir, je crois qu'on en souffre beaucoup. Et quand on regarde globalement les aides publiques, toutes celles qu'on a évoquées, j'enlève le CICE, où il n'y avait pas de contrepartie, la plupart exigent en fait de la justification, en tout cas celles auxquelles, même le crédit impôt recherche, etc. Donc pour nous, le sujet, franchement, il n'est pas là, et je crois que c'est mon avis, il ne faut pas en rajouter de ce point de vue-là. Mais j'ai bien envie de vous donner un exemple. Nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, que vous connaissez bien. Je suis toujours, excusez-moi des termes, je sais que je suis, mais je l'ai dit assez facilement, me reproche parfois ce franc-parler, mais je suis atterrée en fait de la manière dont les dossiers d'aide aux entreprises de l'économie sociale sont traités. On traite les aides aux entreprises de l'économie sociale comme pour n'importe quelle entreprise, quelle que soit la taille, etc. Je suis atterrée de ça. C'est-à-dire que quand on travaille avec eux, on passe des heures à remplir des dossiers. Enfin, quand je dis on passe des heures, nous accompagnons les entreprises à passer des heures à remplir des dossiers sur lesquels il y a sans cesse des allers-retours pour, à la fin, effectivement, pour des tickets qui sont relativement importants pour le coup. Donc, le travail se fait jusqu'au bout, avec parfois, à la fin, 2 ans de travail pour un non. Je vous assure que je peux vous donner quelques exemples. Il y en a même un qui m'a fait écrire à quelques ministres, notamment passer 2 ans sur un fonds qui s'appelle le fonds COP Venture, qui permettait d'investir dans des start-up coopératives, parce que nous avons des coopératives qui sont des start-up avec un autre modèle, mais qui sont sur ce modèle-là numérique, pour avoir un nom à la fin. Franchement, j'ai cru que j'hallucinais ou que j'étais sur une autre planète. Ce fonds, évidemment, nous l'avons mis en place parce que nous sommes des entreprises et que du coup, nous avons décidé d'investir avec ceux qui le souhaitaient, et donc uniquement des fonds privés, et nous n'avons eu aucun fonds public pour quelque chose qui me paraît essentiel pour le développement des territoires et faire en sorte que les entreprises du numérique puissent s'implanter sans rester sur uniquement un modèle de revente dans 9 cas sur 10. Travail que nous avons réalisé avec une French Tech et avec le soutien quand même du ministère du numérique, qui n'a même pas réussi à peser auprès de la Caisse des dépôts. Je voulais vous donner un exemple parce qu'il est tellement... mais c'est un exemple, c'est pas le seul. Donc du coup, vraiment sur la bureaucratie, c'est vraiment s'il y a un point sur lequel il faut éviter en tout cas de faire des préconisations qui accentuent. Je parle de toutes celles qui font déjà l'objet de justificatifs, et y compris des grandes entreprises doivent justifier sur le CIR, etc. Moi, c'est plutôt l'éligibilité qui me préoccupe. Sur les aides directes, évidemment, plus elles sont directes, et plus déjà on sait ce qu'il en est fait, si c'est pour de l'emploi. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais notamment il y a quelques années, une quinzaine d'années, il y avait beaucoup d'aides directes, notamment à l'achat de matériel,
enfin en tout cas des aides à l'investissement qui n'existent plus aujourd'hui et qui étaient un vrai plus, parce que de toute façon elles étaient du coup facilement contrôlables. Et l'aide à l'investissement en général est une aide en tout cas pour les entreprises on voit tout de suite ce qui est fait, et ça permet effectivement aux TPE et PME en particulier, notamment d'assurer les transitions en termes d'achat et de pouvoir notamment coller à la réalité en renouvelant leur matériel de manière générale. Faut-il décroître les aides publiques? Évidemment, oui, de manière ciblée, quand les principaux bénéficiaires, je reviens à la question des dividendes, quoi. Une grande entreprise qui fait peu de dividendes, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas accéder à l'aide publique, mais c'est vrai que ce sont des questions d'investissement. Alors c'est sûr que ça va être un peu dur, hein, quand pendant des années le CIR permet d'employer un certain nombre de salariés, mais je pense que même y compris pour ces entreprises, préparer un plan de décroissance, ça peut permettre de retravailler, en tout cas à accompagner, et justement ça ne se traduise pas par la suppression d'emplois, mais d'annoncer en tout cas cet accompagnement, comme on ne le propose pas pour Scopelec. Je trouverais quand même qu'à minima ça serait à faire. Le dernier point, c'était la question pour la reprise des entreprises. Alors, vous avez souligné l'article qui a été fait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses par rapport à la résilience, notamment des entreprises coopératives. C'est vrai qu'on n'a pas eu, comme après la crise de 2008, on n'a pas connu le même nombre de défaillances et on est resté en solde d'emplois positifs. Et le facteur qui explique ça, c'est qu'effectivement, quand les salariés sont maîtres de leur outil, sur des moments durs, on arrive à les mobiliser. Ça s'est revérifié au niveau du Covid, avec l'arrêt quand même de 2 mois. Et notamment, l'exemple criant, c'est le BTP, où il y a vraiment eu un arrêt assez fort et en plus des difficultés à reprendre, parce que les protocoles nécessaires faisaient que toutes les personnes ne pouvaient pas reprendre. Mais globalement, nous, le secteur du BTP qui a une baisse de chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 7%, quand toutes les entreprises du BTP ont connu plutôt une baisse de 15%. Donc on voit, nous, c'est l'explication en tout cas que nous avons de ce côté-là. Et donc sur la reprise d'entreprise par les salariés, figurez-vous que je peux vous donner un projet clé en main, puisque juste après, mais pendant la période du Covid, c'est une proposition que nous avons faite de mettre en place un fonds dédié à la reprise d'entreprise par les salariés, en insistant sur le fait que ce fonds de reprise ne devait pas servir uniquement pour les reprises d'entreprises en difficulté, il peut aussi servir aux transmissions d'entreprises saines. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui seraient prêts à reprendre, donc c'est pas la peine de le limiter. En tout cas, nous, c'est une réalité que nous connaissons. Et notamment, il y a des choses qui existent et qui existent au niveau des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales abondent en fait au capital des salariés, alors pas sur tout le territoire français, mais on a quelques exemples, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est, c'est au moins ceux qui me reviennent. Parfois pas facile à monter, mais je voudrais attirer votre attention du coup sur ce point-là, c'est que sur ces aides-là, vous voyez, quand on fait des tours de table financiers, on travaille avec un certain nombre de partenaires, on a nous-mêmes nos propres outils financiers. J'allais dire Dieu merci, c'est peut-être pas la peine d'en requérir à Dieu, mais en tout cas nous avons ces outils, et heureusement, parce que ces outils aujourd'hui, abondés par nos entreprises, nous permettent de faire un effet levier de 1 à 8 et d'avoir des partenariats, notamment avec des financeurs solidaires ou avec des banques classiques. Donc quand on met 1 euro, il y a 8 euros, et donc on est en capacité d'accompagner nos adhérents avec des financements qui peuvent aller, y compris au-delà d'1 million d'euros. Et sur la reprise, notamment, d'entreprises, nous avons quand même le cas assez extraordinaire que tous les investisseurs professionnels ont des garanties. C'est-à-dire que quand une banque elle va pouvoir être garantie par la banque publique, par la BPI, enfin voilà, tous les investisseurs professionnels, y compris les outils financiers, la CGSCOP, parce que nous avons une garantie
du Fonds européen d'investissement, sauf les salariés. Donc tout le monde bénéficie d'une garantie en tant qu'investisseur professionnel, sauf les salariés. Nous travaillons d'ailleurs à un projet de garantie pour les prêts personnels, parce que du coup, effectivement, si la reprise d'entreprise et que les taux de défaillance les plus importants touchent d'abord la reprise d'entreprise en difficulté, et donc les premiers qui seront touchés et qui ne pourront pas retrouver leur mise, eh bien, ce sont les salariés, ce qui est assez extraordinaire. Peut-être un dernier point que je voudrais encore ajouter aux questions que vous avez posées et que je n'ai pas évoquées tout à l'heure, c'est sur la fibre. Alors, je ne parlais pas là spécifiquement de Scopelec, mais je pense que vous avez aussi entendu il y a eu un plaidoyer, en tout cas l'année dernière, par rapport aux collectivités et à l'État, notamment sur la fibre, puisque nous avons d'excellents opérateurs au niveau national, ce qui a déstabilisé très franchement le marché l'année dernière, c'est l'arrivée de la fibre chinoise. Donc je voulais quand même le souligner, parce que de ce côté-là, il y a vraiment une acculturation à faire auprès des agents publics, dans les propositions qui sont faites, et notamment dans l'élaboration des marchés publics ou privés, sur les choix et les critères qui sont retenus. Aujourd'hui, on sait que sur les critères, il ne faut pas retenir que les critères de prix. Néanmoins, l'arrivée de la fibre chinoise tient quand même beaucoup à ce critère-là. Je n'ai pas parlé de l'index femmes-hommes, je ne peux pas terminer sans le faire quand même. Je suis extrêmement favorable et je trouve que la proposition que vous faites sur la progression, en tout cas tenir compte de la progression de l'index homme-femme est un critère en tout cas à retenir. La réalité des petites entreprises, et là je vais même au-delà, puisqu'on a mis en place un accompagnement, mais la réalité, en fait, le plus compliqué, quels que soient les secteurs, et notamment les secteurs, dans le BTP, je ne vais pas vous dire un scoop en vous disant qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui y travaillent, mais ce qui est vraiment intéressant à regarder, c'est de faire en sorte qu'on accompagne la progression, et moi je suis extrêmement favorable à des aides publiques positives pour tous ceux qui font cet effort, plutôt que sanctionnant, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les grandes, heureusement qu'il y a eu l'obligation et on a pu voir que les résultats de ces entreprises avaient plutôt progressé. Merci. Comme il y a eu des questions au milieu de la salve de réponses sur Mathilde Panot, de Sophie et Napoléon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'était une fois que vous étiez intervenu, donc c'était bon, juste vérifier avec vous si... Bon, sur les aides, c'est vrai que nous on prône, sur la baisse des aides, nous déjà ce qu'on prône, c'est au niveau global et par exemple, il manque 20 milliards par an sur la recherche. Là, c'est plutôt carrément de l'investissement public si on veut s'aligner, notamment, ne serait-ce que sur le consensus de Lisbonne, avec les 3% de PIB, puisqu'on n'est pas au niveau. Donc là-dessus, c'est sûr que pour nous, je vais redire, mais on part d'une politique, c'est pour ça que, globale, et ensuite on la décline par rapport à, je dirais, on fait un grand schéma de modélisation et de prévision, quoi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir si on a besoin d'aide ou pas. Mais il faudrait, je rejoins votre idée de remise à plat, parce qu'effectivement, d'interroger, de partir de la politique et ensuite de tout réinterroger, c'est là où effectivement on va voir et qui en a besoin. Mais ça nécessite de revoir. Et puis je rappelle juste ce que je disais, c'est-à-dire le processus itératif, c'est-à-dire que par rapport à, j'attends avec impatience l'étude de l'IRES, parce que effectivement, on a l'impression que c'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, comme de la morphine, quoi. C'est-à-dire que voilà, on a mis et puis maintenant, après c'est très compliqué. Donc on a une économie un petit peu sous perfusion. Et donc ça devient compliqué de l'enlever.
J'ai perdu ce que je voulais dire. Et il y avait un dernier point aussi quand même, je voulais souligner, enfin je pense que vous avez dû le voir, mais quand même dans les aides qui ont été accordées, il y a eu, c'est un peu passé sous silence, notamment la DGFiP. J'avais en tête, hein, mais c'est au moins 5 milliards qu'ils ont récupérés qui étaient complètement indus. Donc les chiffres qui ont été, versés, les aides qui ont été versées, qui ont été indues, et on peut imaginer peut-être même que c'était supérieur. Je vais juste citer, parce que moi je travaille dans la banque, mais il arrivait parfois que c'était le banquier, enfin le conseiller qui regardait et qui disait mais attendez, nous ça sort en traque-fin quoi. Donc et qui alertait Bercy en disant et ça s'est produit plusieurs fois quoi. Donc pour dire qu'effectivement il y a, enfin, tout ça pour dire qu'il y a besoin aussi d'une sorte de contrôle collectif et où le dialogue social en entreprise joue toute sa place. Voilà ce que Merci à vous tous pour toutes les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions extrêmement pressantes de membres de la commission? Je pense qu'on va... Sauf à ce qu'il y a... poser 2 questions rapides ou c'est... Je sais pas, là j'ai des noms. Non, mais après, moi je ne vais pas empêcher les questions d'être posées et d'être mises sur la table. Non, mais en fait, c'est une question, ça va être pour toi, donc je pense que ça va être assez rapide. En fait, bon, j'ai noté tout ce que vous avez dit sur les limites, secteur spécifique, secteur fossile, la cohérence des politiques publiques, la question des dividendes, la question d'avoir une planification, en tout cas une politique globale, c'est-à-dire de regarder les donneurs d'ordre, etc. Je suis d'accord avec tout ça. Mais juste, du coup, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais bien des précisions. Vous avez cité un certain nombre de choses qu'il faudrait sur la question du contrôle, du secret fiscal, la question des moyens humains dont on parlait à l'instant pour le contrôle. Moi, j'aimerais juste que vous développiez ce que vous entendiez, parce que ça peut-être que ce n'est pas une conditionnalité, mais dans les moyens de contrôle qui sont mis, qu'est-ce que ça veut dire? Un contrôle des salariés, j'entends la transparence pour les citoyens aussi, qui est extrêmement importante, mais est-ce que ça pourrait être une des choses qu'on pourrait vraiment formaliser, le contrôle salarié? Comment ça pourrait se faire? Et le deuxième des choses, bon, peut-être que vous en renverrez vers l'étude, mais l'effet locking, ça veut dire que, j'entends très bien ce que vous dites sur la morphine, qui je trouve est une bonne image, mais du coup, quand même, la question, elle se pose de comment est-ce qu'on... Enfin, je ne parle même pas de toutes les aides publiques, mais comment est-ce qu'on recule sur certaines des aides qui sont posées, et du coup, c'est quoi les possibilités face à cet effet? Qui, à mon avis, ça, c'est pas une réponse très courte, mais voilà. Moi, je ne sais pas comment faire entre la demande où il faudrait plutôt s'arrêter. On peut laisser. Alors, je m'excuse aussi auprès de mes collègues, auprès de tout le monde, mais moi, je vais devoir aussi partir. Ce que je vous propose, c'est ce que je vous propose tous, voilà, c'est qu'on s'arrête là, tranquillement. On garde ces questions bien au chaud. Voilà. Je vous remercie toutes et tous pour cette participation. Merci à vous d'avoir accepté de venir à cette audition. On a une proposition qui n'est pas encore vraiment formalisée, mais donc cette commission a suivi son travail. Et une des possibilités, ce serait éventuellement de créer une sorte, un comité de suivi avec celles et ceux, un comité de suivi, un nouveau, mais celui-là lié à cette commission. Non, c'est une façon parce que sur le travail va poursuivre, on va rédiger un document, et donc de vous laisser dans la boucle de ce travail-là. On ne va pas vous solliciter 100 fois d'ici le mois de février, mais simplement que vous soyez informés de notre travail et du processus et de suivi et des différentes étapes. Comme ça, ça vous permettra, y compris de réagir, de dire votre désaccord et d'exprimer des éléments que vous voudriez ajouter. Voilà. Et sur ce, je vous remercie vraiment et merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.